Ok, allez, on va commencer les amis. Le procès de P. Diddy continue. Nous sommes à la 12e journée de procès. Aujourd'hui, normalement, il y a une assistante de P. Diddy qui va devoir témoigner. Elle est mariée à la team, tout à fait. Tout à fait, je suis mariée à la team, moi. C'était le seul mariage dont j'avais besoin. Du coup, ouais, il y a une assistante de P. Diddy, une ancienne assistante, on n'a pas son vrai nom. On va l'appeler Mia, pour les besoins de confidentialité. Enfin, c'est pas nous qui l'appelons Mia, c'est pendant le procès, il l'appelle Mia. On commence de suite. Une assistante, identifiée comme Mia, devrait témoigner aujourd'hui. Le juge Arun Subramanian est sur le banc, mais le jury n'est pas encore réuni. Lorsque les témoignages reprendront ce matin, Deontay Nash, le styliste qui a travaillé pour P. Diddy et qui a également été l'ami de Cassie, devrait à nouveau témoigner pour un deuxième jour. Les procureurs ont annoncé leur intention d'appeler à la barre une femme identifiée sous le nom de Mia. Plus tard dans la journée, il s'agit de l'une des anciennes assistantes de P. Diddy et d'une victime présumée. Subramanian a rejeté la demande des procureurs de couper la diffusion de la vidéo de la salle d'audience supplémentaire pendant la durée du témoignage de Mia. La procureure Madison Smicer a demandé que seul l'audio soit disponible dans les salles supplémentaires afin de protéger l'anonymat de Mia. Ok. Ah oui, parce que je pense que tout ce qui est... c'est comme en France en fait. Tout ce qui est journaliste et tout, des fois ils peuvent pas être dans la salle. Il y a une autre salle qui est sûrement allouée pour les journalistes et tout. Donc ils vont pas la voir. Comme ça protège son anonymat, mais ils vont l'entendre, quoi. La rigolade est terminée. Oui, vous avez vu, hein, comment ça switch? Je prends mon ton journalistique, là, c'est plus la même. Hein. Allez, on continue. Les procureurs ont annoncé... le juge a déclaré que toute personne se trouvant dans une salle à côté de débordement, quoi, sera dans la salle d'audience principale s'il y a suffisamment d'espace de sorte à ce que le flux vidéo reste activé. Deontay Nash, styliste vedette et ami de Cassie, est de retour à la barre. Le jury est en train de se prononcer. L'avocat de la défense, Xavier Donaldson, poursuit le contre-interrogatoire. Deontay Nash, styliste et célèbre ami de Cassie, a témoigné que des personnes qui travaillaient pour P. Diddy lui avaient dit à l'époque que Cassie et P. Diddy avaient rompu lorsqu'elle avait commencé à sortir avec Kid Cudi en 2011. Le juge Arun Subramanian a averti Nash à plusieurs reprises d'attendre une question et de ne répondre qu'à la question posée. Hein. Nash a déclaré que Cassie et P. Diddy avaient rompu alors qu'elle se trouvait en Afrique du Sud et après avoir découvert que P. Diddy avait été vu en public avec Gina. Je ne sais pas qui est Gina, lors d'un événement. Gina a été décrite dans son témoignage comme une des ex-petites amies de P. Diddy. Ok. Deontay Nash a proposé spontanément de mettre Cassie en relation avec l'acteur Michael B. Jordan alors qu'elle était sur le tournage d'un film en Afrique du Sud, en 2015. Oui, je l'ai mis en contact avec Michael B. Jordan. Je sais où on veut en venir, a témoigné Nash. Il va bien, elle va bien. Enfin, pourquoi pas. Ok, donc c'est grâce à ce... Enfin, grâce. À cause. Enfin, non, pas à cause. C'est littéralement grâce. Putain, avoir un ami comme Nash qui te présente Michael B. Jordan pour faire l'entremetteur. Où sont ces gens? Où sont ces gens? Mais en tout cas, à cause, dans la perception de P. Diddy, de lui, que en gros, ils se sont mis ensemble, quoi. Ok. L'avocat de la défense Xavier Donaldson a montré à Deontay Nash, le styliste de Cassie, une série de SMS qu'il avait envoyé à Cassie en 2015, à l'époque où elle a appris que P. Diddy était avec Gina en public. Ok. Dans un texto, Nash a demandé à Cassie de l'ignorer. À la barre, Nash a déclaré « Je me souviens pas du contexte, mais je suis sûr que votre client nous a contraints. » Contraint à quoi? Nash a témoigné que P. Diddy les avait contactés, lui et Cassie, lorsqu'il avait appris que Cassie parlait à Michael B. Jordan. Il a également affirmé que son ami proche, Cassie, n'avait pas insisté au sujet de la relation de Combs avec Gina. Elle devait vachement s'en foutre. Quoique, quand il y a de l'emprise, en vrai, elle peut être jalouse si elle est sous emprise en soi. Nash a déclaré que Cassie était surtout contrariée par le fait que P. Diddy traîne avec d'autres femmes, que ça ait affecté sa carrière. Ah oui, ok. Oui, parce que s'il traîne avec d'autres femmes, elle sait que dans sa carrière, elle va en pâtir. Parce que du coup, il sera plus concentré sur sa carrière. Bon, de toute façon, même quand il était concentré... On mettait des popcorn. Même quand il était concentré sur sa carrière, il n'a pas fait grand-chose. À part lui demander des free-offs. Ma foi. Du coup, on continue. Attendez. Tac, tac. Merde, j'ai perdu le fil. Ok, donc affecter sa carrière. Le jury a vu un message que Cassie a envoyé au styliste Deontay Nash en octobre 2013. J'ai déjà dit que j'allais demander à Puffy si je pouvais y aller, mais je suis venue trop souvent ces derniers temps. Ce qui est vrai, disait le message, en faisant référence à P. Diddy. Nash a témoigné que l'expression arriver trop souvent signifiait probablement sortir trop souvent. Ok.
L'avocat de la défense est revenu sur le témoignage de Deontay Nash à propos de l'époque où Cassie lui avait dit que les vidéos de P. Diddy qu'elle avait avec P. Diddy a menacé de les publier, la montrant avec d'autres hommes. Nash a confirmé que même s'ils étaient proches depuis 2008, c'était la première fois qu'il apprenait qu'elle avait des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ok. Elle vous avait caché cette partie de sa vie demande Donaldson. Oui. Ah ouais, je pense qu'elle a dû paniquer, c'est pour ça qu'elle lui en a parlé. Le styliste est de retour à la barre aujourd'hui et certaines parties de son témoignage ont jusqu'à présent été essentiellement pour l'accusation, selon l'avocat de CNN, Arriva Martin. Ok. Alors attendez, là ils reprennent. Tac. Ok, l'avocat de la défense a suggéré que le témoignage de Deontay Nash sur son récit de la fête du 29e anniversaire de Cassie ne correspond pas à ce qu'il avait dit au procureur à propos de l'incident lors d'une réunion préliminaire. Nash a témoigné hier que la nuit où il a célébré l'anniversaire de Cassie, donc ses 29 ans, P. Diddy et Cassie se sont disputés au cours du dîner et P. Diddy lui a dit qu'il faisait tout pour elle, mais qu'elle ne pouvait pas faire cette seule chose, entre guillemets, j'imagine un freak-offs, mais Donaldson a suggéré que les notes d'entretien du gouvernement ne reflétaient pas ces détails. Nash n'a pas non plus dit au procureur avoir vu P. Diddy pointer du doigt le visage de Cassie dans un coin d'un bar karaoké ce soir-là. Okay. Nash a témoigné à plusieurs reprises qu'il n'avait pas développé beaucoup de choses avec les procureurs lors des entretiens préalables au procès et qu'il n'avait jamais voulu être impliqué dans cette affaire. L'avocat de la défense est revenu sur le témoignage précédent de Deontay Nash concernant un voyage à Las Vegas pendant le Nouvel An, lorsqu'il a vu un homme entrer dans la chambre d'hôtel de Cassie et P. Diddy. Le styliste a confirmé qu'il avait quitté leur chambre après que Cassie ait déclaré que P. Diddy voulait inviter un autre homme. Donaldson a suggéré que puisque Nash était parti sans poser de questions, il ne devait pas avoir d'inquiétude quant à la sécurité de Cassie. Je l'ai toujours été, a déclaré Nash. Mais dans cette situation, vous avez quand même quitté la pièce? Oui. Bah après, tu voulais qu'il fasse quoi? Deontay Nash, le styliste, a témoigné qu'il avait arrêté de travailler avec P. Diddy en 2018, mais qu'il était resté en contact avec lui par la suite. Il a déclaré « Je n'ai jamais parlé à P. Diddy, mais il n'a pas posé de questions par rapport à Cassie. » Ok, donc après qu'il a arrêté de travailler avec lui. Le jury a vu des messages entre Nash et P. Diddy datant de 2019. C'est Nash qui avait envoyé à P. Diddy pour lui dire qu'il lui envoyait beaucoup d'amour. Et P. Diddy a répondu « Ouais, on était une famille. » Ok. Et comme quoi il était déçu. Ok. P. Diddy a ensuite fait référence à l'entraîneur, une référence apparente à Alex Fine, le mari actuel de Cassie, qui était auparavant son entraîneur personnel. Franchement, comment va-t-elle? Assure-toi qu'elle va bien, avait demandé P. Diddy dans ses messages. Ok. L'avocat de la défense a terminé le contre-interrogatoire de Deontay Nash, le styliste célèbre ami de Cassie. La procureure Maureen Comey s'est brièvement adressée à Nash lors de l'interrogatoire complémentaire, lui demandant pourquoi il était toujours inquiet pour Cassie, même s'il y avait eu des moments où elle était heureuse. Cela peut passer ça passait de la joie au chaos en une fraction de seconde. Ok, donc c'est pour ça qu'il était inquiet. Le styliste a déclaré qu'il avait vu cela se produire devant lui et a précisé que par chaotique, il entendait que P. Diddy agissait de manière très violente. Le témoignage de Nash est désormais terminé. Les procureurs ont appelé à la barre un témoin identifié comme Mia. La procureure Madison Smicer l'interroge. Le juge Arun Subramanian a déclaré au jury que Mia témoignait sous un pseudonyme, mais il a ajouté que les jurys apprendraient son vrai nom. Ok. Une photo du passeport de Mia portant son vrai nom et sa date de naissance a été présentée comme preuve sous scellé afin que le jury puisse la voir. Le premier emploi de l'assistante de P. Diddy dans l'industrie du divertissement était pour Georgina Chapman chez Marchesa. Elle a ensuite travaillé comme assistante personnelle pour l'humoriste Mike Myers avant d'être embauchée par P. Diddy. Et elle a travaillé pour P. Diddy de 2009 à 2017, donc 8 ans. Mia a témoigné qu'elle travaillait pour P. Diddy à 2 postes, assistante personnelle et directrice de développement des acquisitions pour Revolt Film. Mia a décrit l'environnement de travail avec P. Diddy comme très chaotique et toxique. C'était chaotique, c'était toxique, ça pouvait être assez excitant, mais les hauts étaient vraiment hauts et les bas étaient vraiment bas. L'humeur de Puff déterminait l'atmosphère, dit-elle, et son humeur changeait tout le temps. Mia est l'ancienne assistante qui témoigne sous un pseudonyme, a énuméré plusieurs manières dont P. Diddy aurait été violent avec elle. Il m'a jeté des objets, il m'a plaqué contre un mur, il m'a jeté dans une piscine, il m'a jeté un seau à glace sur la tête. Elle a déclaré que P. Diddy l'avait également agressée sexuellement à plusieurs reprises. Mais
Il était jamais fatigué de martyriser tout le monde. Je suis fan de toi. Merci. Pas moi. Les haters qui commencent à être fans de moi, mais c'est super. Le concept du... Qu'est-ce que vous dites? Concept du syndrome de Stockholm est également critiqué a posteriori, sa conception ayant été faite spécifiquement afin d'expliquer le comportement irrationnel psychiatrique de l'époque des victimes de la prise d'otage de 1973. Le témoignage aurait été également interprété dans une dimension très sexualisée selon Cecilia Haas, professeure en études. Vous pensez qu'ils étaient sous syndrome de Stockholm? C'est une dinguerie son témoignage. Franchement, de ouf. C'est n'importe quoi. Mais en fait, chaque témoignage de chaque personne qui a travaillé avec lui, il y a forcément de la violence. Il y a forcément du chaos. Tout ça est écrit en anglais, oui, c'est écrit en anglais, mais après, je mets la traduction en français, quoi. La peur chaque jour, affreux. De ouf. Allez, on continue. Du coup, elle s'est rendue... Alors, dans le cadre de l'entretien, attendez, j'ai perdu. Qui témoigne. Ok, elle s'est rendue dans l'appartement de P. Diddy pour rencontrer le responsable des ressources humaines. Elle témoigne que P. Diddy avait ouvert la porte en sous-vêtements et que le responsable des ressources humaines les avait présentés et qu'il était parti. Mia a ajouté qu'il avait ensuite remis des vêtements. On a dit à Mia qu'elle travaillait 40 heures par semaine, mais elle a témoigné... Ah ok, qu'elle travaillerait pendant 40 heures par semaine, mais elle a témoigné qu'elle travaillait toujours plus. Et que cela, plus que cela, et que on lui avait dit que son salaire de départ serait 55 000 $, mais qu'il était en fait de 50 000 $. Mia a témoigné qu'elle n'avait pas dormi pendant ses premières 24 heures de travail. Quoi? Mais t'imagines, tu commences à taffer pour quelqu'un, et genre, pendant 24 heures, du coup, tu dors pas. Mais attendez, mais comment on a appelé ça la dernière fois? Le concept du pied dans la porte, je crois, un truc comme ça. Je crois en fait il les testait, ses employés. Toujours plus loin. Elle pensait initialement que cela pourrait être difficile dans le cadre de sa période d'essai de 2 semaines, mais a ajouté que travailler de longues heures avec peu de sommeil s'était avéré être la norme. Putain, mais ils l'ont directement mis en mode 24 heures de travail. Mais même légalement, mais c'est de la folie. Sérieusement, qui fait ça? Mais c'est fou. C'est fou. Elle ne dormait souvent pas pendant des jours, lorsqu'elle travaillait, a-t-elle dit. Elle se souvient d'avoir travaillé 5 jours d'affilée sans dormir. Non mais pardon, hier je vous disais que j'avais pas dormi toute la semaine parce que voilà, c'est de la torture. C'est un exercice de torture, ça. C'est ce qu'on fait pour torturer les gens, les priver de sommeil. 5 jours? Moi, j'ai fait un malaise, tellement j'ai pas dormi. Je crois que c'est une IA. Non, je suis pas une IA, non. Mais même quand elle travaillait, elle commençait à 7 heures, elle finissait à 4 heures du matin. Mais c'est de la folie. Mais même, imaginez, une fois, elle a pas dormi pendant 5 jours. L'ADERA, la libération... Quoi? L'ADERA, la libération prolongée, l'a aidé à rester éveillée. Je vais aller regarder de suite ce que c'est l'adéral. Ok. Ah, c'est de l'amphétamine. C'est un effet stimulant. Ok, c'est un stimulant. Donc, en fait, les employés de P. Diddy, pour pouvoir travailler avec lui, ben, en fait, ils se droguaient, quoi. Lorsqu'elle a finalement eu une crise d'épuisement, pleurant de manière incontrôlable, P. Diddy lui a dit qu'elle pouvait partir dormir. Moi, vraiment, quand je ne dors pas assez, moi, je fais des malaises. Et crise d'épuisement, là, ça me parle totalement. Totalement. Ça veut dire que j'ai tout... ouais, tu pleures et tout. T'es au bout de ta life, quoi. T'es au bout de ta life. Si elle a signé un contrat, qu'elle serait payée 55K et elle a été payée 50, elle peut se plaindre. Non, je sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis. Je pense aussi, mais bon, après, à mon avis, un mec comme P. Diddy, il arrive à s'en sortir même quand il est accusé de meurtre. C'est pas pour 5K annuels qu'ils vont aller le chercher. Hein. Médoc pour le TDAH. Ouais, mais du coup, c'est détourné, donc c'est une utilisation genre en usage pas récréatif pour le coup, parce qu'elle s'amusait pas du tout, la pauvre. Mais putain, être obligé de faire ça, c'est horrible. Horrible. Il est trop gentil, le mec, il a autorisé grand monsieur. Mais merci, grand seigneur, putain, il a fallu qu'elle ait une crise d'épuisement, la pauvre. Le jury a vu une liste de certaines responsabilités professionnelles de Mia qu'elle a envoyée à un autre employé en novembre 2011. Mia a témoigné qu'elle avait écrit la liste après que P. Diddy, qu'elle appelle PD, ait fait un commentaire menaçant remettant en question ce qu'elle avait fait toute la journée.
certains éléments de la liste comprennent toute la présence de PD sur les réseaux sociaux, liaison principale entre police et Hollywood, la routine quotidienne de PD, le maintenir à l'heure, le protéger à tout moment, rester dans la vision de PD, sauf avis contraire de sa part, toujours pendant le service, maintenir la routine quotidienne tant dans son environnement professionnel que privé, du réveil jusqu'au coucher. Bah, c'est un bébé, quoi. Anticiper ses besoins, ses caprices, ses humeurs. Ok. Elle a fini par avoir des hallucinations, le gars lui a dit genre ouais, c'est bon, tu peux aller dormir. Franchement, mais moi, jamais je me retrouverai dans un cas où mon employée, elle se retrouve en crise d'épuisement. Mais je veux dire, genre, si vraiment elle se retrouve à pleurer tellement elle est fatiguée, mais je me confondrais en excuses, quoi. Il en avait rien à foutre, il était juste là, ouais, ouais, va dormir, ouais. Putain. Elle a également écrit que P. Diddy pouvait lui demander de faire 17 000 tâches à la fois, allant de faire craquer ses articulations à l'écriture de son prochain film, en passant par déclarer ses impôts. Non, mais en fait, c'était sa bonne à tout faire, quoi. Mais comment ça, lui craquer ses articulations? Mais comment ça? Mais continuons, on va jamais finir sinon. Mia, l'une des assistantes, il y a que des dingueries là. Assistante de P. Diddy a témoigné qu'elle avait un appartement à New York. Mais ses colocataires plaisantaient en disant qu'ils vivaient avec un fantôme. Elle a déclaré qu'elle... Ouais, parce qu'elle ne devait jamais être là, quoi. Elle a déclaré qu'elle voyageait avec P. Diddy et qu'elle restait là où il se trouvait dans le logement pour le personnel. L'ancienne assistante a déclaré également qu'elle n'était pas autorisée de quitter le domicile de P. Diddy sans sa permission. Elle se souvient d'une fois où elle a quitté la maison tard dans la nuit après que Comp se soit endormi. Après avoir quitté la maison, la sécurité de P. Diddy l'a appelée pour lui faire savoir que P. Diddy les avait envoyés la retrouver. J'ai eu des gros ennuis, a déclaré Mia. Tirer son doigt pour péter de ouf. Non, pardon, excusez-moi. Même si c'est ton mec qui te fait pas ça. Mia a déclaré qu'elle n'avait pas le droit de verrouiller sa porte lorsqu'elle séjournait dans la maison de P. Diddy. C'est ma maison, personne ne verrouille mes portes. Non mais frérot, va te faire foutre en fait. Le personnel de sécurité de P. Diddy a été autorisé à verrouiller les portes. La chambre d'un agent de sécurité abritait le système de caméra de la maison, a-t-elle précisé. Ça s'appelle un peu une séquestration. Je sais pas. Oui, voilà. Merci Simon. Ça s'appelle de la séquestration. Tout à fait. C'est vraiment la méta là. Là, on est dans la méta séquestration. Elle déclare également qu'il la punissait de différentes manières, notamment en menaçant son emploi et en insultant son intelligence. Elle a déclaré qu'elle avait été souvent insultée, humiliée et réprimandée lorsqu'elle travaillait pour lui. Elle déclare qu'elle avait été sa seule assistante personnelle pendant environ 1 an et que c'était difficile. La procureure adjointe Madison Smicer lui a demandé comment elle se sentait à ce moment-là. Je n'ai pas eu le temps de ressentir, répond Mia. C'était vraiment dingue. Mia a déclaré que P. Diddy lui avait fait un discours d'encouragement lorsqu'il lui avait dit qu'elle serait temporairement la seule assistante et avait fait comme si nous allions faire cela en équipe. Ah oui, on va craquer tes doigts en public. En équipe. Pardon, excusez-moi. Hop. Mia a déclaré que le fait que P. Diddy croyait en elle lui donnait envie de faire ses preuves auprès de lui. Vraiment le comportement d'un pervers narcissique, quoi. L'ancienne assistante témoigne des conditions de travail extrêmes sous le règne du mania de la musique, affirmant que travailler à la télévision et au cinéma avait été un énorme succès personnel. L'ancien employé qui a témoigné sous le pseudonyme de Mia a expliqué qu'elle et P. Diddy avaient fondé ensemble la Revolt Film Production Company et qu'il s'agissait d'une entité distincte de sa marque Revolt TV. Mia explique qu'il dirige la société de production cinématographique qu'elle dirige la société de production cinématographique de P. Diddy depuis des années et qu'elle avait enfin trouvé un titre qui reflète son travail. Elle a confié que son travail chez Revolut Film était son rêve et que travailler pour des projets télévisuels et cinématographiques était extrêmement génial. Mia a expliqué qu'elle effectuait encore des tâches d'assistante personnelle. Lorsqu'elle a pris ses nouvelles fonctions chez Revolut, son salaire de départ était de 70 000 $ et quelques années plus tard, il est passé à 100 000 $. Ok. Mia répond à plusieurs des questions, la tête baissée, le visage à peine visible, ne levant les yeux que quelques fois. En partant pour la pause, ses épaules avaient été voûtées, ce qui la faisait paraître plus petite. Sa mère
La mère, pardon, et les fils de Sean Diddy Combs sont présents au tribunal. Ce matin, lorsque P. Diddy avait aperçu sa mère pour la première fois, il lui a souri et il lui a envoyé un baiser. Ok. Euh, Mia est de retour à la barre, ok, c'était en pause. Mia a déclaré avoir rencontré Cassie par l'intermédiaire du rappeur. Nous sommes devenus comme des sœurs, les meilleures amies. Elle a dit qu'elles étaient toujours amies aujourd'hui. Mia était aussi une victime présumée. Elle a déclaré qu'elle voyait P. Diddy et Cassie ensemble tout le temps lorsqu'elle travaillait. Elle a déclaré que leur relation était inégale et toxique. C'était des cycles de haut et de bas et il était très violent envers elle. P. Diddy était en charge de la carrière musicale de Cassie, a témoigné son ancienne assistante, et c'est lui qui prenait toujours les décisions finales. Ces décisions iront de la décision sur la musique qui sera diffusée, les aspects visuels des clips, quand elle sera en studio, son apparence et tous ses spectacles, toutes ses apparitions, toutes ses dates, toutes ses promotions tout ce dans quoi elle est impliquée. Mia a déclaré qu'elle était au courant de beaucoup de choses qui se passaient dans l'entreprise du label de P. Diddy, car les gens l'a contactée pour obtenir des réponses par rapport à ça. Elle a également souvent assisté à des réunions avec P. Diddy et Cassie qui concernaient la carrière de Cassie. Le jury a pu voir un email envoyé par Cassie en 2012 à P. Diddy, Mia, Capricorn Clark et d'autres personnes impliquées dans sa carrière musicale. Le message disait « J'ai été informé que je ne pourrais pas me produire lundi en raison de dépassement de coûts. J'ai travaillé très dur, mais je ne parviens pas à subvenir à mes besoins pour assurer le bon déroulement de ce spectacle. » P. Diddy a répondu à l'email en lui disant de contacter un autre cadre, affirmant qu'elle n'était pas prête et qu'elle ne voulait pas, qu'il voulait pas qu'elle ne s'embarrasse à nouveau. Tiens donc, comme c'est gentil. Cassie a répondu, si c'était ça le problème, je le ferai. Si c'était le problème, je le ferai. Puisque vous ne voulez plus soutenir votre artiste, je dois me retirer. Pas besoin de label, pas besoin de concert. Mia a dit que lorsque P. Diddy visitait le plateau pendant que Cassie tournait un film, la production entière s'arrêtait. Tout le monde était très nerveux. Il posait beaucoup de questions et s'immisçait partout. P. Diddy était responsable de l'apparence tout entière de Cassie. Mia a dit qu'elle enverrait des photos de tenue, de coiffure, des ongles de Cassie pendant son séjour au salon pour obtenir son accord. Putain, mais jusque-là, quoi. Jusqu'à y demander à son assistante d'envoyer les photos de ses ongles, tout, quoi. Puis Didi demandait à Mia de lui envoyer des photos à chaque fois. Putain, c'est fou. C'est dingue. Puis Didi et ses entreprises ont payé les maisons et les voitures de Cassie, selon l'ancien employé qui a témoigné lors du procès. Ok. Selon Mia, P. Diddy lui confisquait tout le temps des objets comme sa voiture ou ses bijoux lorsqu'il était en colère contre elle. Oh, putain, c'est vraiment... C'est le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Parce que c'est comme c'est lui qui avait tout payé, les maisons, les voitures, les bijoux, bah, il lui confisquait quand il était vénère contre elle, quoi. Pervers narcissique et esclavagiste. Mais c'est... Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Je suis trop désolée pour elle, je vous jure. Alors que, en fait, le truc, c'est que moi, je pensais, quand je voyais Cassie, je me disais, mais waouh, quelle femme et tout, elle a trop de la chance. C'est sûr qu'elle a une vie de ouf et tout. Et en fait, c'était limite sa fille, quoi. Il lui confisquait ses affaires. Contrôle total, tortionnaire, de ouf. On est sur un cas d'école, oui, de ouf. Hein. Mia a déclaré qu'elle passait autant de temps qu'elle pouvait avec Cassie. Elle pouvait passer du temps avec Cassie, mais c'était généralement pour garder un œil sur Cassie ou entrer en contact avec elle. Ah oui, parce que P. Diddy, il passait par Mia. Sûrement quand elle lui répondait pas, quoi. Vraie question, pourquoi faire des TikTok? Soyez badis les filles, soyez toxiques. Et en fait, si vous n'avez pas de second degré, je peux rien faire pour... Enfin, pour le soyez badis, non, soyez vraiment badis. Mais soyez toxiques, ayez du second degré, quoi. Putain, vous prenez tout mal, c'est horrible. Allez, on continue. Donc, Mia a dit qu'elle et Cassie n'avaient pas le droit d'aller où elles voulaient, quand elles étaient ensemble. Quand ils faisaient quelque chose sans la permission de P. Diddy, Mia disait que quelque chose de mauvais et de très effrayant se produirait. La punition était généralement imprévisible, mais généralement assez terrifiante. L'ancienne assistante de P. Diddy a déclaré que le rappeur contactait Cassie à plusieurs reprises lorsqu'ils n'étaient pas ensemble. Si Cassie ne répondait pas, plusieurs personnes l'appelaient, lui envoyaient des messages, des emails pour essayer de la retrouver. Et la sécurité intervenait. Mais grave, je rêvais de sa vie. Mais de ouf. Mais même moi. Je vous jure. J'étais pas de là à l'idolâtrer, mais
Ouais, c'était quelqu'un, je me disais, waouh, elle doit avoir une vie de dingue. Pas du tout. L'ancien employé témoigne avoir vu P. Diddy attaquer Cassie et la jeter au sol. Il la poursuivait pour lui ouvrir la tête, quoi. Mia a témoigné qu'elle n'avait jamais vu Cassie riposter. Bah, elle se mettait tout le temps en position fétale, quoi. Je viens de la voir avec les bras levés pour... Quoi? Pour qu'il arrête. Attendez, je retraduis en anglais. Ah ouais, en gros, elle allait le voir en levant les bras pour qu'il arrête, quoi. De toute façon, il était inhéritable, lui. La première fois que Mia a vu des signes de violence entre P. Diddy et Cassie, c'était à son domicile à Los Angeles. Elle avait entendu des bruits sourds contre le mur provenant de sa chambre au 2e étage, puis vit des valises voler par-dessus la balustrade et atterrir dans le hall d'entrée. Mia aperçut Cassie cachée derrière un buisson devant la maison. Elle pleurait et tremblait. Elle avait le regard le plus terrifiant dans ses yeux, a déclaré Mia. Elle se souvenait que Cassie avait agité ses mains pour signaler à Mia de ne pas révéler où elle se cachait. Mia se souvient d'une fois où elle et le styliste, du coup Nash, étaient à l'appartement de Cassie pour l'aider à faire ses valises pour un prochain voyage. Elle a témoigné que P. Diddy s'était présenté à l'appartement, il a frappé à la porte, il est entré, a commencé à crier. As-tu bu? Elle a déclaré que P. Diddy était vraiment follement agressif, a commencé à attaquer Cassie en la jetant au sol. Déhanté et moi sommes immédiatement intervenus pour tenter de l'arrêter. On essayait juste de l'éloigner d'elle. À un moment donné, il a mis Déhanté dans une position où j'ai eu peur qu'il le tue et je lui ai sauté dessus, a-t-elle raconté. Nash a également témoigné hier de cet incident. Il m'a jeté contre le mur, si vite et si facilement, et j'ai réalisé que nous étions tous réellement en danger. Bah oui. Mia a commencé à s'étouffer en décrivant le moment où elle a vu Diddy attaquer Cassie. Elle a témoigné que P. Diddy a ensuite suivi Cassie dans la chambre. Je l'ai vue la soulever et je me suis demandé, est-ce qu'il va la tuer? Il lui a claqué la tête contre un coin du lit, a ajouté Mia. Un trigger warning là. Témoignant que la tête de Cassie a commencé à saigner. Lorsque l'attaque cessa enfin, P. Diddy demanda à Mia de contacter un assistant pour prendre un rendez-vous avec un chirurgien esthétique afin de soigner la plaie à la tête de Mia. Mais c'est une poupée de chiffon, quoi. Tu la casses et tu la répares. Il lui a demandé de dire que Cassie était tombée parce qu'elle était ivre. Ah, mais putain, en plus, c'est sa faute, quoi. Mia a déclaré qu'elle a suivi les instructions de P. Diddy parce qu'elle pensait que c'était le seul moyen d'obtenir son aide et parce que P. Diddy lui avait dit. La procureure a demandé à Mia de décrire comment P. Diddy est apparu pendant l'incident. Ses yeux sont devenus noirs, comme s'ils étaient, indéchiffrables. J'ai essayé de le faire arrêter et c'était comme s'il me regardait de travers. Mia a témoigné que c'était la première fois qu'elle réalisait le grave danger dans lequel nous étions tous. Elle a noté que P. Diddy ne semblait pas être sous l'influence de drogue lors de l'attaque. J'en tremble, c'est un monstre, c'est horrible. Et tout ça, mais dans l'impunité la plus totale, quoi. Cassie, c'est un objet pour lui. Mais oui, clairement, c'est une poupée, voilà, qu'on casse et qu'on répare. C'est tout. Comment elle a fait pour survivre autant d'années? Je sais pas. C'est une miraculée, cette femme. Vraiment. Devant des témoins, oui. En fait, c'est pour ça que je vous dis, il se sentait intouchable. Vraiment. Juste avant que le tribunal ne fasse une pause, l'ancienne assistante témoigne dans le procès, raconte un incident lors d'une fête organisée par Prince en 2010, au cours de laquelle la sécurité de la légende de la musique a dû intervenir lorsque Combs a attaqué Cassie, encore une fois devant tout le monde. Hein. L'ancien employé a déclaré que c'était le lendemain d'une cérémonie de remise de prix. Cassie et un autre ami avaient déjà témoigné que cela se passait aux alentours de pendant des Emmy Awards de cette année-là, Cassie a dit à Mia de rester avec Cassie dans un hôtel pour lui tenir compagnie, car le mania de la musique avait dit à Cassie qu'il serait avec ses enfants. Un ami a appelé et a parlé à Mia et Cassie lors de la fête chez Prince. Cassie et moi, nous avons débattu comme des petits enfants pour savoir si nous devions sortir furtivement de la maison pendant que ce qui nous semblait être une éternité. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'était des gosses, quoi. En mode, ouais, putain, on sort ou pas? Enfin, c'est fou. Ils sont finalement allés à la fête et se sont amusés en dansant et en regardant Prince se produire. Puis, P. Diddy est arrivé. Mia se souvient avoir vu son bob. Quoi? Ah, avoir vu le bob de P. Diddy, ok. Et leurs deux regards se sont croisés. Mia et Cassie se sont enfuis en courant de la maison. Mais Puff a rattrapé Cass, a témoigné l'ancienne assistante. Il l'a rattrapé, il l'a plaqué contre le sol. Il a commencé
l'a violentée, mais la sécurité de Prince est intervenue rapidement. Mia est partie et a passé la nuit dans un autre hôtel, a-t-elle témoigné. Quoi, elle l'a laissée toute seule. L'ancienne employée a témoigné que le lendemain, le responsable des ressources humaines lui avait annoncé que P. Diddy la suspendait sans solde pour insubordination. Elle a ajouté que l'employé des RH n'avait rien mentionné du comportement de P. Diddy la veille. Mais c'est super, les amis. Mais c'est super. Il fait peur. Non, mais c'est trop bien. Je veux dire, attendez, elle et Cassis se sont partis dans une fête en secret, donc lui, il la suspend sans solde. Pour insubordination, s'il vous plaît. L'accusation a déclaré qu'elle souhaitait que Mia quitte la barre d'ici la fin de la journée de demain, afin qu'elle n'ait pas à revenir la semaine prochaine. La procureure Madison Smicer a déclaré que son interrogatoire direct durerait probablement le reste de la journée. Après quelques échanges pour s'assurer qu'il dispose de suffisamment de temps pour y revenir, le juge Arun Subramanian a déclaré qu'il garderait le jury jusqu'à 16 h aujourd'hui et qu'il pourrait également la garder plus tard demain si nécessaire. Ok. Le jury a entendu en tout 21 témoins. Ok. Donc là, on est à 21 témoins. C'est fou. Hein. C'est fou. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, les amis, là, ceux qui disent « Ouais, mais P. Diddy, ouais, mais on ne sait pas », il y a quand même 21 témoins qui disent tous à peu près la même chose. Attendez, je retrouve juste, parce que là, du coup, ils sont partis en pause. Ok. Le jury a réintégré la salle. Le juge Arun Subramanian a indiqué au jury qu'il les maintiendrait probablement au-delà de 15 h, aujourd'hui et demain, mais pas au-delà de 16 h. Ok. Du coup, Mia qui avait témoigné qu'elle avait fait un voyage aux îles Turques et Caïques avec Combs et Cassie en 2012, elle témoigne de violence de la part de P. Diddy et envers Cassie à plusieurs reprises. J'ai été réveillée par Cass qui courait et hurlait dans la pièce. Elle criait à l'aide et disait « Aidez-moi, il va me tuer ». Cass est normalement très détendue, calme, et c'était comme si quelqu'un de très terrifié criait pour sa vie. Elle et Cassie ont poussé des meubles vers la porte, mais P. Diddy a rattrapé Cassie en la frappant et en criant à la porte, a déclaré Mia. Elle a dit qu'ils ont couru vers l'arrière de la pièce, à travers le patio et sur la plage pour se cacher. Mia a témoigné d'une autre occasion où elle a dit qu'elle et Cassie s'étaient enfuis de chez P. Diddy alors qu'ils étaient aux îles Turques et Caïques. Elle a déclaré qu'elle ne se souvenait plus de ce qui avait conduit à cet incident, mais qu'elle se souvenait des images les montrant se cachant et essayant de s'échapper. Mia a témoigné qu'elle et Cassie avaient pris des planches de paddle trouvées sur la plage et pagayé jusqu'au large. Quoi? Pendant que P. Diddy courait dans tous les sens sur la plage derrière la maison en nous criant dessus. Elle a décrit P. Diddy comme étant furieux. Mais c'est de la folie. Imaginez, il y avait du courant. Elles préféraient risquer leur vie dans l'eau. C'est de la folie. Mais c'est de la folie. Mia a raconté qu'ils étaient allés loin dans l'eau, mais que la météo a ensuite changé. Putain, mais c'est hyper dangereux de faire ça. Hein. Elle a ensuite ajouté qu'il se demandait si c'était plus effrayant d'affronter Mère Nature ou de retrouver Puff. Finalement, ils sont retournés sur la rive. La peur de mourir à chaque instant, j'ose pas imaginer. Mais là, après, mais c'est hyper dangereux. Pire qu'un scénario de téléfilm d'après-midi sur TF1. Non, mais c'est Netflix prend des notes, là. Netflix prend des notes. Mia témoigne de certaines blessures qu'elle voyait sur Cassie. Je voyais des bleus sur son corps, des lèvres charnues, des sourcils éclatés, une entaille sur son front, des yeux au beurre noir, des choses comme ça. Le jury a vu une photo de Cassie prise par Mia lors de la première de Perfect Match. Mia a témoigné que Cassie avait des ecchymoses sur le bras et sous l'œil, dissimulées par le maquillage. Putain, avec le maquillage, tu peux vraiment enlever tout ça, quoi? Elles sont parties en paddle, c'est ouf. Mais surtout quand tu connais pas la météo, c'est très très dangereux. Parce que tu peux pas revenir sur le rivage. S'il y a du courant, etc. L'homme ou le gorille, et maintenant l'homme ou le large. Exactement. Pardon, je croyais que l'autorité de... là, c'est elle qui parle. Pourquoi elle n'a pas signalé les abus à la police? Elle croyait que l'autorité de Puffy était supérieure à celle de la police. Elle utilisait... c'est une époque bien avant les réseaux sociaux, le mouvement MeToo ou tout autre exemple où quelqu'un avait réussi à tenir tête à un homme au pouvoir comme lui. En gros, ouais, ça n'existait pas MeToo, quoi. Merci MeToo, merci d'exister. Elle a déclaré que P. Diddy insistait constamment sur la confidentialité. On lui avait inculqué que les violences dont elle avait été témoin relevaient de sa loyauté envers l'entreprise de Combs. Waouh. Waouh.
Elle a déclaré que P. Diddy insistait constamment sur la confidentialité. Elle était censée le protéger des gens, a déclaré l'ancienne assistante, qui témoigne sous le pseudonyme de Mia. Tant de gens essayaient de le faire chanter, a-t-elle dit, que je suis venue à croire que signaler quoi que ce soit était du chantage. Putain, il lui a retourné le cerveau, quoi. Cassie Ventura séjournait dans des hôtels lorsque ses blessures étaient trop évidentes pour les dissimuler, avant d'avoir son propre logement à Los Angeles. Lorsque Mia rendait visite à Cassie dans un des hôtels pendant sa convalescence, ils ne l'ont pas... Quoi? Ils n'ont pas été autorisés à quitter la chambre. Ok. Cassie finissait par partir après que ses blessures soient suffisamment guéries pour être dissimulées. Putain, mais comme c'est mignon. Ah, c'est un homme prévoyant. Hein. Mia a témoigné que Diddy semblait le cœur brisé lorsqu'il avait découvert que Cassie voyait Kid Cudi. Oh, c'est trop triste. Oh, il avait le cœur brisé. Oh. Au lieu d'être simplement en colère, il était bouleversé, a-t-elle déclaré. Oh. Normalement, il était juste en colère et agressif, et cette fois-ci, c'était presque comme ce calme sombre avant la tempête, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle se préparait à ce que quelque chose de vraiment grave se produise. Mia a témoigné que Cassie avait des blessures visibles lors du festival de Cannes de 2012. Elle se souvient qu'elle avait vu la lèvre éclatée de Cassie et d'autres blessures dans sa chambre d'hôtel avec la coiffeuse de Cassie. Cassie a fait écouter un enregistrement à Mia, qui a témoigné avoir entendu P. Diddy crier après Cassie. Pendant qu'il l'attaquait, elle a entendu le bruit d'une personne frappée et agressée. Lors d'une première de film à Cannes, Mia a témoigné avoir vu P. Diddy parler agressivement à Cassie en serrant les dents et en enfonçant ses ongles dans son bras. Ah, ah, mais c'est de la folie. Pauvre petite chose, ce Didier, on espère qu'il va bien, toujours. L'ancienne assistante témoignait au procès qui témoigne au procès dit que son travail consistait souvent à nettoyer les chambres d'hôtel qu'elle avait emménagées. Putain, et c'est la troisième assistante qui dit ça, quoi. C'était vraiment le bordel dans ces chambres. Pour P. Diddy et sa petite amie de l'époque, Cassie, en effectuant un balayage pour tout ce qui pourrait nuire à la réputation du mania de la musique, soit effacé. L'ancien employé déclare qu'il s'agissait d'une procédure standard de balayer les chambres pour s'assurer qu'il n'y ait rien qu'une femme de ménage puisse apporter à TMZ, le média d'information sur les célébrités. Les chambres étaient un véritable cauchemar, a témoigné Mia, avec de l'huile pour bébé partout, de la cire de bougie et parfois du sang à nettoyer. P. Diddy a dit à Mia que c'était du sang menstruel. Ça n'enlève en rien le fait que t'en mettes partout. Hein, tu mets une serviette comme tout le monde. Le diable s'appelle Didi. Bah tiens, la vidéo, je l'appellerai comme ça. Merci pour... Attendez, je vais le noter parce que sinon je vais oublier. C'est noté, on continue. Du coup, c'est également le travail de Mia d'emmener P. Diddy et Cassie aux hôtels et d'installer leur chambre. Elle déballait les produits de toilette, notamment les lotions, l'huile pour bébé, il ne s'en sépare jamais, et le lubrifiant. Les bougies figuraient aussi toujours sur la liste, elles devaient être blanches, et si elles étaient de marque Glade, l'étiquette devait être arrachée. Puis franchement, vous savez, les caprices de stars un peu comme ça, je sais pas si on peut appeler ça, bon, clairement, c'est du n'importe quoi, hein. Mais les caprices de stars comme ça, j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'ils font exprès. Comment ça, si la bougie, ça vient de la marque Glade, il faut enlever l'étiquette. Pourquoi? 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 Pour moi, ça, c'est des trucs, il n'y a que les stars qui peuvent faire ça. Genre, nous, on peut pas faire ça. Moi, je peux pas venir chez toi et te dire, non, franchement, si t'as des bougies de la marque Ikea, je peux pas, il faut que t'arraches l'étiquette. Genre, ça nous vient même pas à l'esprit. C'est pas des caprices, c'est juste pour montrer son pouvoir sur les gens. Oui, clairement, je pense que c'est ça. C'est même pas, on peut même pas l'attribuer à un caprice, quoi. Du coup, donc, ouais, elle devait être arrachée, pardon. Mia sera alors disponible au cas où P. Diddy devait être disponible au cas où P. Diddy lui demandait d'apporter quoi que ce soit. Mia racontait qu'elle était souvent avec Cassie avant de séjourner à l'hôtel avec P. Diddy, et elle se souvient d'un de ces moments qui lui est resté gravé dans la mémoire.
Mia témoigne des fois où P. Diddy et Cassie ont séjourné dans un des hôtels et qu'elle approvisionnait, lui pour bébé, le lubrifiant et les bougies. Elle a dit qu'elle était dans la voiture avec Cassie à Los Angeles et Cassie reçoit un message. Elle a reçu un message, elle était totalement bouleversée, a témoigné Mia, en ajoutant que Cassie lui avait dit que Puff veut passer une nuit à l'hôtel. Et Cassie semblait visiblement bouleversée. Elle était plutôt nerveuse, vraiment nerveuse. Elle a commencé à avoir des problèmes d'estomac à cause de ça. Putain, le stress, quoi. C'est censé être une partie de plaisir. Mais quelle enflure. Mia témoigne que la première fois qu'elle avait consommé d'autres drogues que du cannabis, c'était avec P. Diddy à son domicile à Miami. Elle a déclaré que P. Diddy lui avait donné de la MDMA et lui avait dit qu'elle faisait désormais partie du club des petits déjeuners. Elle avait également décrit un incident à Burning Man où P. Diddy avait 3 assiettes avec de la poudre blanche, une avec de la molly, une avec de la cocaïne et une avec de la kétamine. Les gens montaient à tour de rôle et jouaient à un jeu de devinette. P. Diddy a annoncé à Mia que c'était son tour. Elle tente de protester, mais P. Diddy s'énerve lorsqu'elle a essayé de faire semblant de prendre des médicaments et de séparer la dose qu'il voulait qu'elle prenne. Il l'a forcée à se droguer, quoi. Mia déclare avoir sniffé de la drogue qui s'est avérée être de la kétamine. Ah ouais, en fait, le jeu de la devinette, c'est... Ah, je viens de comprendre. Oh putain, je viens de comprendre. En gros, genre, il y avait 3 assiettes, cocaïne, kétamine, molly, et en fait, elle devait en prendre et deviner ce que c'était. Vous aviez pas menti, hein, c'est vraiment de la folie, c'est les jours qu'on a arrêté la semaine dernière. Hein. Mia déclare avoir sniffé de la drogue qui s'avérait être de la kétamine, puis avoir tenté d'en expirer une fois hors de vue. Elle a témoigné n'avoir jamais pris de la kétamine auparavant. Je ne pensais pas avoir le choix, a-t-elle déclaré. Bah, il s'est énervé, donc oui. Un jeu de millionnaire, quoi. Bah, j'espère que si un jour je suis millionnaire, je ferai pas ce genre de jeu où je forcerai des gens à se droguer, à dire ah, ben devine, c'est quoi la drogue que je t'ai administrée. L'un des anciens assistants de P. Diddy, pardon, non, l'ancien assistant de P. Diddy a fourni un témoignage clé pour l'accusation, notamment en ce qui concerne l'accusation de complot de raquette, a déclaré CNN. Ok. Son témoignage, non seulement pour Cassie, mais sur son expérience personnelle avec P. Diddy, s'inscrit dans l'accusation de complot de raquette, a déclaré Ansari, ajoutant que cela donne au jury une idée, une image de P. Diddy, et qui était complice et conspiré dans les accusations de raquette. Et celle-ci allait au-delà des simples actes individuels, mais constituait un modèle de conduite. L'ancienne assistante qui témoignait en procès pénal de P. Diddy affirme que le mania de la musique alternait entre la traiter comme sa meilleure amie ou une partenaire de travail, puis comme une merde sans valeur. Il m'humiliait, il m'insultait, il se lançait dans de très longs discours sur mon incompétence et ma stupidité. Il menaçait mon emploi. Combs savait qu'elle voulait travailler sur des projets cinématographiques et télévisuels, ce qu'elle a fait par son intermédiaire, l'intermédiaire de sa société de production Revolt. Mia a raconté qu'il lui arrivait parfois de lui retirer des projets ou de lui retirer ses crédits, ou de menacer de le faire lorsqu'il était en colère. P. Diddy lui a également jeté des objets, notamment un bol de spaghettis, de la viande de dinde, un téléphone et un ordinateur. Elle a décrit plus en détail la nuit où il y a jeté des spaghettis, témoignant que P. Diddy s'était énervé lorsqu'elle avait tenté de se rendre brièvement dans sa chambre avant de quitter son domicile pour aller chercher des gens à sa demande. P. Diddy lui a dit qu'elle devait y aller immédiatement et s'est lancée dans une diatribe humiliante devant un groupe de personnes, finissant par lui lancer le bol. Le bol a atterri à proximité mais ne l'a pas touché. Elle a couru dehors pieds nus et s'est cachée dans un buisson jusqu'à qu'elle se rende à l'hôtel plus tard dans la nuit. Elle témoigne qu'à une autre occasion, P. Diddy lui avait également jeté un ordinateur à la tête dans sa caravane sur le tournage d'un clip vidéo à Los Angeles. Il était furieux car le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Bah oui, étant donné que c'est sa faute. Lorsqu'elle est revenue à la caravane pour lui dire qu'un assistant de production avait dit qu'elle travaillait dessus, il l'a interrompu. Il m'a interrompu et a commencé à me crier dessus, que je ne devais pas revenir ici avant d'avoir trouvé le Wi-Fi moi-même, quelque chose comme je m'en fiche si tu dois appeler Bill Gates. Puis, il m'a jeté l'ordinateur à la tête. Il l'a raté de peu, a-t-elle dit, se souvenant qu'elle a pensé à ce moment-là, waouh, il voulait me frapper. Elle est sortie de la remorque et s'est cachée derrière le fourgon à bagages. Elle témoigne qu'elle s'est sentie terrifiée, humiliée, embarrassée. Lorsque P. Diddy était violent avec elle, elle déclare que les incidents dont elle a été témoin ne concernent
quelques-unes des fois où P. Diddy lui avait jeté des objets. Elle a ajouté que lorsqu'il lui jetait des objets, elle se demandait souvent s'il y avait quelque chose qu'il n'allait pas chez moi pour le mettre autant en colère. Non, ma chérie, tout allait très bien chez toi. Tout allait très bien. C'est de la folie. Le jury a été dissous pour une courte pause. La procureure adjointe américaine Madison a déclaré qu'elle ne terminerait pas l'interrogatoire direct de Mia aujourd'hui et qu'elle devait sûrement le terminer vendredi matin. Ok. Ok, on continue. Juste avant la pause, l'ancienne assistante au procès pour trafic sexuel de P. Diddy a raconté une fois où, selon elle, il aurait attrapé son téléphone et s'est enfui, la blessant alors qu'elle essayait de récupérer l'appareil et menaçant, plus tard, d'utiliser ce qu'il trouverait d'incriminant. Mais c'est... mais c'est un gamin. Il a pris son téléphone, il a couru avec, en mode « Attends, je vais trouver un truc. » Mais on est au collège ou quoi? Mais c'est quoi cette folie? Elle a déclaré que P. Diddy qu'elle était avec P. Diddy dans son bureau de production médiatique Révolte lorsqu'il a emprunté son téléphone pour passer un appel, puis s'est enfui avec plutôt que de lui rendre. C'est un gamin, quoi. Mia a dit avoir peur que son patron voie les SMS adressés à sa styliste où elle dénigrait P. Diddy. Elle l'a poursuivi, le mania de la musique, qui lui a cogné le bras contre la porte des toilettes à plusieurs reprises lorsqu'elle a tenté de le suivre. Il a fini par courir dans la rue et il est parti, laissant Mia avec un bras gravement meurtri qu'elle pensait cassé. Lorsqu'elle a vu P. Diddy plus tard dans la journée, il lui a dit « Je ne voudrais pas non plus que quelqu'un fouille dans mon téléphone si j'avais ce que tu avais dedans. » Et il a affirmé « J'ai envoyé toutes tes photos compromettantes ou inappropriées sur mon téléphone pour avoir quelque chose sur toi, juste au cas où tu aurais quelque chose sur moi. » A témoigné Mia, ajoutant qu'elle était soulagée de savoir qu'elle n'avait en fait rien de compromettant sur l'appareil. C'est un malade ce type, oui. C'est un fou. C'est de la folie. Le jury a examiné les courriels envoyés par Mia à d'autres membres du personnel après l'incident dans lequel elle demandait qu'on vienne la chercher car elle était bloquée sans son téléphone. Interrogée sur ce qu'il s'était passé, Mia a répondu dans les courriels qu'il s'agissait d'un récit en personne. Elle a témoigné aujourd'hui devant le tribunal que ce commentaire faisait référence au fait de ne jamais mentionner d'histoire de violence dans un courriel. Ah oui, d'accord. Mia est de retour... Ah non, pardon. Je suis trompée. Là. Y a-t-il quelque chose de pire que la prison? Le tchétché, comment on dit? Une vraie chippie, ce Didi. De ouf. Vraiment. Ah, j'ai volé ton téléphone. Je me suis envoyé toutes les photos. Le mec, il a 60 ans, mais enfin bon, bref. Même le fou du bus, c'est moins fou que lui, je te jure. Le fou de la gare, Vas-y, on va pas trop parler. Allez, l'une des anciennes assistantes, donc l'ancienne assistante a témoigné que ce dernier l'avait agressée sexuellement à plusieurs reprises, alors qu'elle travaillait pour lui. Elle a affirmé que Cassie n'était pas présente lors de ces agressions et qu'elle ne lui en avait pas parlé. Sa voix est devenue presque un murmure lorsqu'elle a confirmé que P. Diddy l'avait agressée sexuellement et a déclaré que cela s'était produit de manière sporadique tout au long de son emploi chez lui. L'ancienne assistante au procès déclare au tribunal que la première fois que P. Diddy l'avait agressé sexuellement, il se trouvait dans un hôtel à New York pour son 40e anniversaire. La femme qui témoigne sous le pseudonyme de Mia travaillait pour P. Diddy depuis quelques mois. Il a demandé à lui parler et tous deux sont allés dans la cuisine. Il lui a dit qu'elle faisait du bon travail et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de venir lui poser des questions. Il a ensuite proposé 2 injections. Bon, ce mec... tu sais pas draguer une meuf sans la droguer, quoi. L'ancienne assistante a dit qu'elle se souvient s'être demandé si elle avait suffisamment mangé avant car les infections m'ont frappé assez fort. Elle a été choquée lorsque P. Diddy s'est penché pour l'embrasser contre le mur. J'étais sous le choc, je suis restée figée, je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. Sidération. La prochaine chose dont Mia se souvient clairement est d'être assise sur une chaise dans la pièce principale du penthouse alors que le soleil se levait, a-t-elle témoigné. Elle a dit qu'elle pensait que cela ne se reproduirait plus jamais, que son patron était simplement ivre et que c'était probablement un grave accident. Mia avait prévu de ne le dire à personne, a-t-elle témoigné. Mia a dit qu'elle avait demandé à aller aux toilettes et qu'en sortant, elle avait quitté l'appartement. Mia a témoigné que la prochaine fois que P. Diddy l'a mise mal à l'aise sexuellement après l'incident de son 40e anniversaire, c'était dans son appartement à New York.
Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de la date exacte, mais qu'elle était encore relativement nouvelle dans son travail. Elle a dit qu'elle a porté les sacs de comps à son appartement et son agent de sécurité a dit quelque chose comme « J'ai déjà vu ça avant ». Lorsqu'elle est entrée à l'intérieur, Mia a déclaré que P. Diddy lui avait demandé de rechercher quelque chose sur l'ordinateur, puis s'est assis à côté d'elle. Elle raconte que P. Diddy s'était penché sur elle et s'est approché très près d'elle et a ajouté que son signal d'alarme interne s'était déclenché. Alors, je vois totalement ce qu'elle veut dire. Alors que Mia continue de témoigner sur son expérience en tant qu'assistante de P. Diddy, l'accusation pourrait encore avoir une pente raide à gravir pour prouver que P. Diddy dirigeait une entreprise criminelle. L'accusation de racket est particulièrement difficile à comprendre, car le témoignage parle de conduite individuelle. Ok. Mia témoigne maintenant d'une occasion entre 2009 et 2010 où elle a déclaré que P. Diddy l'avait violée. L'ancienne assistante a déclaré qu'elle dormait au domicile de P. Diddy à Los Angeles lorsque ce dernier lui a grimpé dessus. Elle a ajouté qu'elle dormait avec la porte déverrouillée car elle n'avait pas le droit de la verrouiller, souvenez-vous. Mia a témoigné avoir été réveillée par le poids d'une personne sur moi. C'était P. Diddy, a-t-elle dit. Mia a dit que P. Diddy lui avait dit de se taire. Il avait utilisé une main pour lui enlever son pantalon. Après une pause, Mia continue. Il s'est mis sur moi. Ah non, pardon. Il s'est mis en moi. Je suis restée figée. Je n'ai pas réagi. Lorsqu'on lui a demandé comment elle se sentait, Mia a répondu qu'elle était terrifiée, confuse, honteuse et effrayée. C'était très rapide, mais j'ai eu l'impression que cela a duré une éternité, dit Mia, très émue et reniflant. Mia a raconté une autre fois où, selon elle, P. Diddy l'avait agressée sexuellement chez lui, à Los Angeles. Elle a expliqué qu'elle était par terre dans son placard en train de préparer un sac lorsqu'il l'a agressée. Je me sentais comme une ordure, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle se sentait effrayée, honteuse et comme une idiote. Une scène d'horreur, son gros corps et sa bouche qui ne se ferme pas sur la pauvre dame. Non mais franchement c'est... Tout ça, il y a ses enfants et sa maman dans le procès. Hein. Mia déclare qu'elle n'avait jamais initié de contact sexuel avec P. Diddy, ni ne lui avait dit qu'elle voulait avoir de relations sexuelles avec lui. Elle a déclaré que ses agressions sexuelles étaient toujours sporadiques et ne suivaient pas de schéma, mais qu'elles se produisaient lorsque P. Diddy n'avait pas de petit ami à ses côtés. Il avait besoin d'un sac à foutre, quoi. Pardonnez-moi l'expression, mais... Non, mais c'est ça. C'est à vomir, c'est à vomir. Tolérance zéro à la frustration. C'est... Ça, c'est des gens, je suis désolée, ils sont malades. Ils sont malades. Elle a déclaré que leur dynamique était telle qu'il n'y avait jamais de limite. Ce n'était pas bizarre pour moi d'être dans sa chambre à toute heure de la nuit, de le réveiller ou de lui parler pendant qu'il était aux toilettes. C'est très bizarre de faire ça avec son patron. C'est vrai que la fille de Didi, Chance, a dit qu'elle voulait changer de nom de famille. Ah, je suis pas au courant, c'est vrai ça? J'ai toujours pensé que la prochaine fois, si jamais il y avait une prochaine fois, je serais en quelque sorte mieux préparée, a-t-elle déclaré. Oh putain, là là, là là, là là. Mia a déclaré qu'après les agressions sexuelles, elle continuerait à avancer. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour réfléchir ou quoi que ce soit. Il fallait juste continuer comme si de rien n'était. Mia a déclaré qu'elle n'avait jamais voulu avoir d'actes sexuels avec P. Diddy. La procureure Madison Smyers a demandé à Mia si elle avait déjà dit non à P. Diddy lors des agressions sexuelles qu'elle a décrites. Non, j'ai seulement essayé de m'en sortir en me faufilant si je le pouvais. Smyers a demandé pourquoi elle n'avait pas dit non. La procureure, s'il te plaît. Connaissez-vous l'état de sidération, please? Parce que là, c'est clairement ça, là. Je pouvais pas lui dire non, par exemple, pour un sandwich, je pouvais pas lui dire non pour quoi que ce soit. Je pouvais absolument pas lui dire non, a dit Mia. Et de ouf, elle pouvait même pas fermer la porte de sa chambre. Mia a dit qu'elle avait peur de devenir une cible. Il me licencierait, ruinerait mon avenir et déformerait l'histoire d'une manière ou d'une autre pour me faire passer pour une menace, témoignait-elle. Mia témoigne qu'une autre assistante avait auparavant dit au chef de cabinet qu'elle pensait que P. Diddy avait frappé Cassie. Et ça, c'était Kaplan, je crois. Mia a déclaré qu'on lui avait annoncé un appel téléphonique urgent avec des employés de haut niveau pour discuter de la gestion de l'assistant. Suite à cet appel, l'assistant a été licencié. Mia a déclaré que P. Diddy lui avait dit plus tard que son assistante avait porté plainte et qu'elle pourrait être amenée à témoigner contre elle concernant un incident où elle avait été frappée.
Mia a ajouté qu'elle n'avait finalement pas témoigné. Putain, il lui a demandé de mentir, quoi. P. Diddy lui a également dit qu'elle devrait témoigner lorsque Capricorn Clark serait renvoyée. Car Capricorn Clark, c'était celle d'hier. Il a dit que s'il y avait un procès, je devais me monter à la barre et le défendre et dire, vous savez, ce qu'il voulait que je dise. L'ancienne assistante témoigne au procès qu'elle vivait dans la peur constante que P. Diddy lui fasse du mal physiquement ou mette à exécution ses menaces de ruiner sa réputation et sa carrière. Après l'avoir agressée sexuellement, la femme identifiée au tribunal sous le pseudonyme de Mia a témoigné qu'elle craignait d'être attaquée si elle s'exprimait contre lui. « Je ne voulais pas mourir ou être blessée », a-t-elle déclaré. Mia a témoigné qu'elle avait toujours peur d'être physiquement blessée par P. Diddy si jamais elle lui disait non à propos de quoi que ce soit, pas seulement le sexe. Son ancien patron a également menacé de raconter les rencontres à tout le monde, y compris à l'ami de Mia, Cassie, qui sortait avec P. Diddy à l'époque, comme si j'avais quelque chose à voir avec cela. Mia se sentait tellement désespérée et terrifiée, piégée, a-t-elle témoigné, craignant qu'en se manifestant, elle soit rendue en silence, punie, bannie de ma seconde famille. J'aurais une réputation horrible, j'aurais tout perdu. Interrogée par la procureure sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été informée, elle n'avait pas informé les ressources humaines de l'existence de cela à son patron, Mia a déclaré que les RH n'étaient pas là pour la protéger et n'étaient utilisés par P. Diddy que pour punir les personnes qui l'avaient contrarié. Paye tes ressources humaines. C'est pas des ressources humaines, c'est des ressources inhumaines. L'ancien assistant a souligné à plusieurs reprises que les agressions présumées avaient eu lieu avant que le mouvement MeToo n'oblige le public à prendre conscience des agressions sexuelles commises par des hommes puissants de l'industrie du divertissement. Putain, il a fallu MeToo pour ça, quoi. J'allais mourir avec ça. Je ne voulais pas que quiconque le sache. Mia a témoigné qu'elle ne pensait pas que signaler à la police les fois où elle avait dit que P. Diddy l'avait agressée sexuellement était une option. Elle a expliqué que ses déclarations s'appuyaient en partie sur des interactions antérieures avec des policiers. Elle a raconté qu'un jour, à Los Angeles, un policier l'avait laissée partir alors qu'elle roulait trop vite sans permis, car elle avait réussi à joindre Combs par téléphone. Mia a témoigné d'une autre fois où elle et P. Diddy étaient dans une voiture, qu'ils avaient été arrêtés par la police de Los Angeles. Les policiers se sont approchés de manière assez agressive, et une fois qu'ils ont vu Puff, ils se sont dit « Oh mon Dieu !» a-t-elle déclaré, indiquant que les policiers étaient ravis de voir P. Diddy. L'assistant du procureur américain a demandé pourquoi Mia n'avait pas dit aux gens que P. Diddy l'avait agressée sexuellement. Je ne savais pas qu'il fallait raconter les mauvaises choses qui nous arrivaient si personne d'autre ne les voyait. C'était la chose la plus honteuse de toute ma vie. Elle a déclaré qu'une des raisons pour lesquelles elle en parle maintenant est que lorsque vous êtes effrayé au point de garder le silence, ces choses-là continuent d'arriver aux autres. Exactement. Exactement. Mia a déclaré qu'elle ne voulait absolument pas parler des des agressions sexuelles, mais qu'elle estimait avoir l'obligation morale de partager ses expériences. As you should. As you should. Elle a déclaré que c'est la chose la plus traumatisante et la pire qui me soit jamais arrivée. Le jury a été dissous pour la journée. Mia s'est essuyé le visage avec un mouchoir en papier tandis que le jury quitte la salle. La procureure adjointe américaine Madison Spicer poursuivra l'interrogatoire de Mia lors d'un interrogatoire direct vendredi matin. L'avocat de la défense Marc Anifilo a déclaré que les procureurs ont informé son équipe de certains changements apportés à leur dossier direct, ce qui pourrait avoir un impact sur le dossier de la défense et le rendre un peu plus long. Anifilo a déclaré que même si les procureurs se reposent plus tôt que prévu, comme ils l'ont indiqué cette semaine, nous heurterons probablement encore aux vacances du 4 juillet. Ok. Notre couverture en direct est terminée, super. Ben, merci beaucoup aux journalistes. Ils sont 3, Lorraine Delval, Nikki Brown et Cara Scannell, pour ce compte-rendu ô combien long et ô combien horrible. Franchement, autant le témoignage de Cassie, bon, ils étaient tous horribles. Le témoignage de Cassie m'avait beaucoup ému, mais là, je sais pas, ce témoignage-là, il était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. C'est incroyable déjà qu'elle s'en soit sortie et qu'en plus, elle ait la force de dire tout ça parce que... Est-ce que nous, on aurait la force de parler ? J'espère que oui. Et MeToo, c'est revenu plusieurs fois. Et je trouve que c'est incroyable. On ne se rend pas compte à quel point un mouvement comme ça peut complètement changer toute une société. À la base, c'est arrivé aux États-Unis avec Weinstein, tout ça. Et petit à petit, ben, ça a pris... Enfin, petit à petit, non, en vrai, d'un coup, ça a pris le monde entier. Mais petit à petit, ça a changé aussi notre réflexion sur le fait que, ouais, peut-être que personne t'a vu. Mais t'as le droit de parler. T'as ta place en tant que victime. Tout simplement.
C'est la deuxième fois que j'entends ce témoignage, j'en suis toujours en toupie là. Ah ouais? Ah, tu l'avais vu avec quelqu'un d'autre? Il y en a, ils sont pas venus témoigner, j'en suis sûre. Bien sûr, bien sûr. Franchement, moi, j'aurais fait partie des victimes et des témoins. Je sais pas si... Ce mec fait peur. Ce mec fait trop peur. Merci MeToo, vraiment. Vraiment, il faut... Moi, je suis tellement reconnaissante, alors que je sais qu'on n'a pas tout réglé dans notre société, mais je suis vraiment reconnaissante d'être à cette époque, dans cette société aujourd'hui, malgré toutes les merdes qui arrivent encore et toujours. Mais je suis quand même reconnaissante, vraiment. Les amis, je vous propose qu'on fasse une mini pause, histoire de se réapprovisionner ou de se vider la vessie, et qu'on continue le jour d'après. Mais je crois que c'est le dernier jour qu'on a rattrapé, et après, il y aura la journée du coup d'aujourd'hui, qu'on verra sûrement demain, les amis. Hein. J'ai la gorge serrée. Franchement, moi, son témoignage, il m'a vraiment fait mal, je vous jure. La victime disparue, je crois qu'elle est toujours pas revenue. Hein. C'est pour ça que j'ai jamais envié le monde de pouvoir et de richesse. Franchement, ça donne pas envie. Ça donne pas envie de signer. On est très bien là. Hein, on est très bien sur Twitch. Tranquillou bilou, on est entre nous. Tu reviens demain, Pipa? Oui, non, mais là, on fait une petite pause juste histoire d'eux, mais on continue là, parce que ça sera la journée du coup, de vendredi, du 30. Non, je bois pas de matcha. J'en ai déjà bu. J'en bois pour faire plaisir à ma sœur parfois. Mais, enfin, excusez-moi, t'es en train de boire de l'herbe en poudre mélangée avec du lait, quoi. Enfin, faut m'expliquer le concept. Moi, j'aime pas ça. Du coup, là, on va juste regarder vite fait, avant de commencer le 13e jour du procès de P. Diddy, Suge Knight qui nous dit, qu'il affirme même, que P. Diddy devrait prendre la parole pour s'humaniser. L'ancien mania du rap, emprisonné, j'allais dire de la drogue, le lapsus, emprisonné Marion Suge Knight, qui a partagé pendant des décennies une relation ennemie avec P. Diddy, a déclaré que son rival de longue date devrait témoigner lors de son procès, s'adressant à Laura Coates de CNN depuis la prison où il purge une peine de 28 ans, rien que ça, pour un délit de fuite mortelle en 2015. Knight a déclaré qu'il pensait que P. Diddy devrait s'humaniser. Je pense que s'il disait la vérité, il serait vraiment libéré. Si Puffy se présente et dit hey, « j'ai pris toutes ces drogues, je n'avais aucun contrôle sur ma vie à l'époque ni sur moi-même », il pourrait se réhumaniser et le jury pourrait lui donner sa chance. Mais s'il le laisse assis, c'est comme s'il avait peur d'affronter la situation, a ajouté Knight. Il devrait simplement avoir foi en Dieu, se relever et aller dire la vérité. Ouais, juste par rapport au fait, ouais, j'ai pris toutes ces drogues, j'avais aucun contrôle sur ma vie. Si, en fait. Tous les gens qui se droguent, ne vous droguez pas, mais tous les gens qui se droguent ne font pas ce qu'il fait. Il l'a fait pas par ivresse de drogue, mais par ivresse du pouvoir. C'est différent. Donc déjà, je ne suis pas d'accord avec lui. Déjà. Il est pas en tôle. Si c'est son pire ennemi, il voulait le tuer et tout. Merci de le rappeler. Non, mais faut le dire. Faut le dire. Oui, alors effectivement, quand tu te drogues, surtout qu'il prend des drogues assez dures, etc., tu peux effectivement perdre le contrôle. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas il a pris de la drogue une fois et donc il a perdu le contrôle. Non, non. Il était ivre de pouvoir. Il a installé une atmosphère d'agressivité, de violence, de merde dans toute son entreprise. Et il s'est servi de son pouvoir en plus pour faire du mal à toutes les personnes qui l'entouraient. Je vous rappelle qu'il y a eu 21 témoins. Stop. Ça suffit. C'est pas ça qui va l'humaniser. Pas du tout. Par contre, si au moins il montrait qu'il regrettait un peu ou j'en sais rien, qu'il fasse un travail sur lui-même, qu'il a appris ses leçons, ça va rien changer. Ça ne rendra pas justice. Mais ça pourrait peut-être l'aider à l'humaniser, entre guillemets. Il y a full peine qui boivent pas ou se droguent pas. Aussi. C'est vraiment pas le souci de la drogue. Même si c'est un problème dans sa vie, parce que voilà. Mais c'est vraiment pas le propos. Vraiment pas. Allez, on va continuer. Au moins qu'il admette les faits déjà. Ce serait très libérateur pour toutes ces victimes. Vraiment. On commence. 21 déclarés, il faut donc s'attendre à plus de 100 au final. De ouf. Ça, c'est 21 qui ont accepté d'être là et qu'on connaît... On connaît leur histoire et le gouvernement aussi a eu un intérêt à les faire témoigner. Parce qu'il y a sûrement eu des histoires où on leur a dit, écoutez, on n'a pas assez de preuves, d'éléments dans le dossier, ça sert à rien que vous témoigniez, quoi. On continue. On commence. Du coup, le juge, Arun Subramanian, est sur le banc et il travaille sur certains problèmes avec les avocats avant que le jury ne soit convoqué.
Il discute de la manière dont il peut obtenir plus de temps avec les avocats de P. Diddy pour se préparer en dehors des heures de procès. Les avocats de la défense ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant au fait que leur équipe n'a pas suffisamment de temps pour discuter du procès avec P. Diddy, compte tenu des restrictions imposées au centre de détention métropolitain. Le procureur et les avocats de la défense discutent encore des questions avant que le jury ne soit convoqué pour la journée. Cela comprend des tableaux récapitulatifs que les procureurs souhaitent utiliser plus tard lors du procès pour montrer au jury les enregistrements des hôtels et des vols liés à l'affaire. Mia, l'ancienne assistante de P. Diddy, qui utilise un pseudonyme lors de ce procès, est de retour à la barre. Le jury est enfin entré. L'assistante du procureur américain Madison Smicer a demandé à l'ancienne assistante témoignant au procès fédéral de P. Diddy pourquoi elle écrivait « Je t'aime » dans des SMS adressant au mania de la musique après avoir été agressée sexuellement par lui. Parce que c'est comme ça qu'on se parlait. Quand la dynamique s'est transformée en une relation de meilleure amie, on a tout simplement voulu la maintenir car on était en sécurité. Et même franchement... Non mais quand t'as peur de quelqu'un, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Oui, je t'aime mon amour, tu es toute ma vie. Bien sûr, alors que la personne, elle t'a traumatisé. Ça veut rien dire. Bref, Mia a témoigné que P. Diddy lui avait dit d'aller en Afrique du Sud avec Cassie en octobre 2015, alors que Cassie tournait un film. Pendant qu'ils étaient là, Cassie a découvert que P. Diddy l'a trompée lorsqu'elle a vu une vidéo de lui avec une autre femme. Ils étaient au téléphone et puis à un moment donné, elle n'a pas voulu lui parler, alors elle a arrêté de répondre à ses appels. Mia a témoigné que P. Diddy a tenté de la convaincre, ainsi que Christina Coram, une autre de ses employées, et d'autres personnes aussi, de contacter Cassie pour la joindre par téléphone. J'ai été mise entre les deux, a-t-elle déclaré. Le jury a vu une série de messages entre Mia et la chef de cabinet de P. Diddy, Christina, à propos de P. Diddy exigeant avec colère de parler à Mia pour pouvoir joindre Cassie. Coram a envoyé des SMS et appelé Mia à plusieurs reprises pendant la nuit et pendant que Cassie et Mia dormaient. Mia a finalement répondu le 26 octobre 2015 après avoir parlé à P. Diddy au téléphone. Il n'a pas l'air dans son assiette pour le moment, il faudra que tu réfléchisses demain matin, avait écrit Mia. Mia a témoigné que lorsqu'elle a parlé à P. Diddy avant d'envoyer ce message, P. Diddy était en colère, oubliant de quoi il parlait, bafouillait beaucoup, disait des choses irrationnelles. Le jury a vu des messages entre P. Diddy et Mia, l'une des anciennes assistantes, alors qu'elle était encore en Afrique du Sud avec Cassie Ventura. Si tu ne m'appelles pas maintenant, j'emmerde tout. Je vais tout dire et ne m'adresse plus jamais la parole. Tu as 2 minutes. Qu'elle aille se faire foutre. Appelle chez moi maintenant ou ne me parle plus jamais. J'emmerde ABC et tous les avocats. Partons en guerre, a écrit P. Diddy dans ses messages. Mia a témoigné aujourd'hui que P. Diddy menaçait de parler des agressions sexuelles à Cassie, mais avait aussi un autre argument, comme si c'était de ma faute ou que j'y étais pour quelque chose. Mia a déclaré que ABC avait récemment acheté les droits d'une émission humoristique qu'elle avait écrite. Elle a ajouté que c'était la chose la plus excitante qui me soit arrivée dans la vie et il menaçait de me la retirer. Dans les messages, Mia répondait que Cassie était occupée à demander à P. Diddy de lui accorder plus de temps. « Je t'en supplie, disait-elle. Elle vient de t'envoyer un message. Elle dit qu'elle avait juste besoin de temps pour se changer. S'il te plaît, sois gentil au téléphone, s'il te plaît. » P. Diddy a envoyé une série de plus de 10 messages lui demandant de l'appeler avant d'envoyer un message disant, en partie, « Je suis arrivée à la conclusion qu'il est préférable que nous n'ayons plus aucune relation. » Mia a témoigné qu'elle avait envoyé plusieurs courriels à P. Diddy pour lui demander de lui dire quoi faire après qu'il ait menacé son emploi si elle ne quittait pas l'Afrique du Sud où elle se trouvait avec Cassie. Les frais de modification de vol étaient élevés, a-t-elle expliqué, alors il lui a envoyé un courriel expliquant qu'elle n'avait pas les moyens. Elle a payé ses billets d'avion pour l'Afrique du Sud de ses propres deniers. Putain, deniers. Qui dit ça en 2025 ? J'adore. J'aime bien ce mot aussi. Je dois m'assurer que je suis correctement vos instructions, a-t-elle écrit, au lieu... Et lui a également dit que Cassie était contrariée et ne voulait pas qu'elle parte plus tôt. Puis Diddy a dit qu'elle n'a pas répondu au courriel et il a demandé à Mia d'accompagner Cassie en Afrique du Sud. Elle a dit à P. Diddy qu'elle aimait plus d'une fois dans l'email. Je veux rester avec Cass, mais je ne veux pas le mettre en colère, avait témoigné Mia. Je suis sur la pointe des pieds, c'est comme ça que je survivais, donc je ne l'ai pas rendu encore plus fou, ni ne lui ai fait croire que je pensais que ce qu'il faisait était mal. Peu importe ce qu'il voulait, ou ce qu'il voulait de quelqu'un d'autre, ce qui comptait, c'est qu'il voulait, et c'était lui qui commandait. C'était ce qu'il voulait, et c'est lui qui commandait. Putain. Mia a témoigné qu'elle avait été suspendue plusieurs fois dans son travail pour différentes raisons, notamment parce qu'elle s'était endormie accidentellement après été éveillée pendant des jours et parce qu'elle avait réagi à l'un des épisodes violents de P. Diddy. Elle déclare qu'elle avait été suspendue sans salaire en mars 2011 après que P. Diddy lui ait demandé de choisir des options de vêtements pour lui et de les placer dans différentes parties de sa chambre. Lorsque P. Diddy est arrivé et n'a vu que quelques-unes des options vestimentaires dans le placard, il a commencé à m'insulter et à devenir de plus en plus en colère.
à se lancer dans une diatribe sur le manque d'options et sur le fait qu'il détestait certaines choses. Elle a essayé de lui montrer les autres options et lui a proposé de lui en apporter davantage, mais Mia a dit que cela l'a rendu encore plus furieux. Putain, mais quel bébé cadom! Il hurlait et m'insultait sans arrêt, a-t-elle raconté. Mia a témoigné que qu'il s'est passé quelque chose de violent entre eux, mais ne se souvient pas des détails précis. Le jury a pris connaissance d'un courriel reçu par Mia des RH après l'incident, indiquant qu'elle avait été suspendue sans salaire pendant 5 jours. Mia a témoigné qu'on lui avait dit que sa suspension était due au fait que Puff avait dit que j'étais insubordonnée. J'avais peur de lui. Mia a déclaré qu'elle avait essayé de fuir son travail pour P. Diddy avant de finalement partir en 2017, mais cela n'a jamais fonctionné. Elle a déclaré qu'elle pensait que si elle partait, elle ne pourrait plus jamais trouver un emploi ailleurs. Il se serait assuré, il aurait détruit ma réputation. Oui, j'avais peur de lui. Mia a témoigné d'une réunion qu'elle a eue en 2016 avec Brian Offout, alors directeur de l'exploitation de Comps Industries à l'époque. Mia a travaillé pour Revolt Film, filiale de Comps Industries. Soudain, il a juste dit « Je déteste vous dire ça, mais j'ai parlé à Monsieur Comps et il ne veut plus être impliqué dans le cinéma. Donc il veut essentiellement mettre fin à Revolt Film », a témoigné Mia. Elle a déclaré qu'elle était sous le choc, qu'elle se sentait confuse parce que P. Diddy lui avait récemment dit que la société de cinéma était la seule à avoir gagné de l'argent cette année-là. Elle a déclaré qu'elle se sentait également trahie et rejetée par le fait que P. Diddy ne lui disait pas lui-même. Mia a déclaré qu'elle travaillait sur un documentaire sur Bad Boy au moment de la réunion et qu'elle continue à travailler sur le documentaire jusqu'au début 2017 avant de partir. Elle a déclaré que P. Diddy et d'autres employés l'avaient contracté une fois, le documentaire terminé, mais qu'elle était trop triste pour répondre. Mia a témoigné qu'elle était un jour sur un yacht avec P. Diddy, Kim Porter et sa famille au large de Saint-Barth pour le réveillon du Nouvel An 2010-2011. Combs lui avait dit avec colère de descendre du bateau parce qu'elle comptait l'argent dans son coffre-fort trop lentement. C'est vraiment un problème de riche. Il m'a dit tu ferais mieux d'apprendre à marcher sur l'eau comme Jésus, salope. Sors d'ici, putain. Mia s'est cachée sous le bateau, dans l'eau, elle s'est noyée. Sur le bateau loin de P. Diddy avant de finalement trouver un membre de l'équipage pour l'emmener à terre. Une fois arrivée, l'équipage du yacht a annoncé par radio que P. Diddy souhaitait qu'elle revienne au bateau. Mia a témoigné qu'elle ne le souhaitait pas, mais qu'elle avait obéi aux ordres de Puff. Les plans ont rapidement changé à nouveau, P. Diddy menaçant Mia de perdre son emploi. Il lui a dit qu'elle devait l'accompagner en jet pour Las Vegas. Mia a témoigné qu'elle pensait être renvoyée, alors elle y est allée. Mia a témoigné qu'elle avait engagé des avocats spécialisés en droit du travail en 2017 pour l'aider à négocier une indemnité de départ et des primes, ce qui a conduit à des mois de négociations. Elle a déclaré que Christina Coram, l'ancienne chef de cabinet, lui avait parlé au nom de Comps et qui pensait que Mia l'avait poignardé dans le dos en engageant des avocats. Les avocats de Mia ont initialement fait une offre de règlement de 10 millions de dollars à Comps et ses sociétés. Après des mois de négociations, Mia a déclaré qu'elle avait convenu d'un montant d'environ 400 000 dollars et qu'elle n'avait reçu finalement que 200 000 dollars. À cette époque, Mia a déclaré avoir parlé à certaines personnes des violences subies de la part de P. Diddy pendant son emploi, sans toutefois mentionner les agressions sexuelles. Elle a témoigné qu'elle serait morte avec cette information si P. Diddy n'avait pas été poursuivi au pénal. On n'aurait jamais su tout ça. La prochaine fois que Mia a parlé à P. Diddy, c'était après le règlement. C'était lorsque Kim Porter, la mère de ses 3 enfants, est décédée en 2018. Elle a dit qu'elle le contactait de temps en temps, comme pour l'anniversaire de Kim Porter, ou lors du décès d'un de ses amis proches. « Je suis tellement désolée pour lui et sa famille », a-t-elle confié. Mia a déclaré qu'elle et Cassie, l'ancienne petite amie de P. Diddy, restaient en contact, mais que la fréquence de leur conversation variait. Elle a précisé qu'elle s'était parlé au téléphone pour la dernière fois il y a environ un mois et qu'elle s'était échangé un SMS il y a quelques jours. Elle a confirmé qu'elle n'avait pas évoqué leur témoignage dans cette affaire. Alors que Cassie a déposé sa plainte contre P. Diddy en novembre 2023, l'agent de sécurité de longue date de P. Diddy, connu sous le nom de D-Rock, a envoyé un SMS à Mia pour la première fois en 2 ans. Il a écrit « Beaucoup de choses se sont passées » et il a dit qu'il l'appellerait, a témoigné Mia, lors de l'appel de D-Rock. Lors de l'appel, D-Rock a évoqué le procès. Puis, il a changé d'avis et dit « Ouais, c'est vraiment dingue ce qui se passe. Parce que tu sais, Puff et Cass, ils se disputaient comme un couple normal. » C'est totalement normal ce qui se passe. C'est la complicité, voilà, tout à fait. C'était complice, c'est la passion.
Elle n'a jamais répondu. Pardon, coupe normale. Mia a témoigné que D-Rock avait alors déclaré qu'il venait d'atterrir à Miami pour rejoindre P. Diddy, qui souhaitait lui parler. Elle a ajouté qu'elle avait eu l'impression que P. Diddy souhaitait qu'elle fasse une déclaration publique en sa faveur. Elle n'a jamais répondu aux appels de P. Diddy. Mia a déclaré que lorsque P. Diddy l'a appelée, elle jetait son téléphone aussi loin que possible et courait dehors. C'était tellement émouvant de voir ça, c'était juste une réaction. Émouvant? Ah, triggering. Quand elle voyait son nom apparaître sur le téléphone, ça l'avait trigger. Putain. L'agent de sécurité de longue date, connu sous le nom de D-Rock, a continué à contacter Mia périodiquement en décembre 2023 et février 2024. Il lui disait que le mania de la musique essayait de la joindre. Mia a témoigné qu'elle croyait que P. Diddy avait chargé D-Rock de s'assurer que je ne constituais pas une menace. Elle a répondu... Putain, Netflix prend des notes, vraiment. Elle a répondu jusqu'en février 2024 lorsqu'elle pensait que D-Rock se mettait en colère contre elle parce que P. Diddy l'a poussée à prendre contact. L'agent de sécurité a écrit « Je ne peux pas croire que tu ne me frappes pas en retour » et elle a répondu qu'elle avait fait de la plongée sous-marine. « Tu me frappes pas? Quoi ?» Ah, que tu me rappelles pas. Et elle a répondu « Ouais, mais j'étais en train de faire de la plongée sous-marine, frérot. » Lorsque D-Rock lui a ensuite demandé son adresse pour lui envoyer quelque chose, Mia a dit qu'elle avait refusé. « J'ai le droit d'envoyer un cadeau à ma sœur » a écrit D-Rock. Ta sœur, oui. Mia a témoigné qu'elle ne lui avait plus jamais parlé après cela, mais qu'elle pensait qu'il essayait de lui envoyer de l'argent. Puis Didier a essayé de contacter son ex-assistante Mia. Selon les messages montrés au jury, le premier message envoyé en février 2024 disait « Salut Mia, c'est Puff. Fais-moi signe quand tu auras 10 minutes pour discuter. Bisous. » Mia a témoigné qu'elle était terrifiée de recevoir le message et n'a pas répondu. Putain, même moi, ça m'a fait peur de le lire. Deuxième message de P. Diddy, 7 février 2024, disait « Eh, je veux pas faire exploser ton téléphone. J'avais juste besoin de te parler... exploser, blow up, genre t'harceler quoi. De te parler 10 minutes. J'ai juste besoin de me rafraîchir la mémoire. Tu as été mon bras droit pendant des années, alors j'ai juste besoin de te parler pour me rappeler qui était autour de moi. Et ce serait bien d'entendre ta voix, mais si tu ne veux pas, tant mieux. Dis-le moi, bisous. J'espère que tu vas bien. Mia a témoigné qu'elle n'avait pas non plus répondu à ce message. Je ne voulais absolument rien avoir à faire avec lui. C'est lui qui m'avait traumatisée. Elle a déclaré qu'elle pensait que sa gentillesse dans les messages était une façade. Mais bien sûr! Of course! Of course! Tribunal prend une courte pause. Ok. Ok. Mia a déclaré qu'elle n'avait pas pu travailler pendant qu'elle souffrait d'un grave syndrome de stress post-traumatique. Je devais partir parce que des situations tout à fait normales me déclenchaient une peur accablante d'avoir des ennuis, a déclaré Mia à propos du moment où elle essayait de travailler. À titre d'exemple, Mia a déclaré que lorsque quelqu'un lui demandait « Où es-tu ?», elle était immédiatement choquée. Si ça, c'est pas des PTSD, qu'est-ce que c'est, quoi? Putain, t'imagines, juste t'es où, ça te trigger. Tellement, ton patron, il t'a trop main, en fait. Il voulait tout le temps savoir où t'étais. C'est de la folie. Même si la personne voulait juste prendre un café, mais elle était envahie de suite par la peur de devoir expliquer où elle se trouvait parce qu'elle ne voulait... Elle pourrait avoir des ennuis. Tu m'étonnes que son témoignage, il me touche. Ça se voit qu'elle est vraiment... Elle a été trop mal, la pauvre. Lorsqu'elle a demandé ce qui lui avait donné ses sentiments, Mia a répondu « Puff ». C'est à cause de lui. À la barre, Mia reste réservée. Lors de son témoignage, elle a la tête baissée. Sa raie dans les cheveux étant l'élément le plus visible de son visage. Waouh! Une longue frange lui couvre les yeux, les masquant à la vue. P. Diddy a envoyé un baiser à sa mère qui est assise au deuxième rang, derrière lui avec ses filles et sa sœur. L'angoisse quotidienne horrible. Ouais, de ouf. Ouais, elle est traumatisée en fait. Elle est vraiment traumatisée. L'avocat de la défense, Brian Steele, commence son contre-interrogatoire. À cause de Sean Combs, vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, dit Mia. Le jury voit des photos de P. Diddy que Mia a publiées sur les réseaux sociaux. La première image a été publiée sur son compte personnel sur les réseaux sociaux en janvier 2013, la voyant tenant des bouteilles de vodka Ciroc. La légende indiquant ce qu'on a fait quand tu n'es pas là, en mentionnant le compte de P. Diddy. Mia a confirmé à l'avocat de la défense que P. Diddy l'avait agressée sexuellement et abusé d'elle à ce moment-là. Le jury a vu 2 autres photos en octobre 2013. L'une d'elles montrait P. Diddy dans un café. Juste le numéro 1 du classement Forbes qui m'offre un café latte à la vanille. Rien de bien grave, les gens ordinaires, disait la légende. L'autre photo montre Mia, P. Diddy, Cassie et Kerry Morgan, une ancienne amie de Cassie, au festival Burning Man avec la légende « Ramenez-moi, ramenez-moi ».
Brian Steele a souligné que Mia se tenait à côté de P. Diddy et se penchait vers lui sur la photo. « Et il t'a terrorisé, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui, » répond Mia. « Oui, oui. Même si elle poste une photo de lui en train de le galoche. »« Oui. »« Oui. » Lorsqu'on lui a posé la question, Mia a témoigné qu'elle avait publié des messages positifs sur P. Diddy parce que les médias sociaux avaient pour but de montrer à quel point leur vie était belle, même si ce n'était pas vrai. Tout à fait. Elle avait également déclaré que les fans de P. Diddy la suivaient et qu'elle ne voulait pas que sa famille sache ce qu'elle traversait, faisant référence aux différentes formes d'abus qu'elle disait avoir subies. Mia, l'une des anciennes assistantes, a témoigné qu'à un moment donné, P. Diddy avait changé sa date de naissance. Quoi ? L'avocat de la défense, Brian Steele, a montré une photo que Mia avait publiée pour célébrer l'anniversaire de P. Diddy, dont la légende disait en partie joyeux anniversaire. Il lui demande est-ce qu'elle fait référence à cela. J'ai pas compris. Dans sa republication, elle a écrit « La plus belle légende de tous les temps, merci Puff, je t'aime, tu m'as montré le monde ». L'avocat de la défense, Brian Steele, a demandé à Mia si elle avait republié cela, même si elle avait dit que P. Diddy venait de menacer sa vie, de la traumatiser pendant des années. Oui, bien sûr. Elle a raison de pas flancher. Juin 2014, Mia a republié une publication Instagram de Diddy en publiant sur son sujet, un sujet pour son anniversaire. À son sujet, pour son anniversaire. Et puis Diddy a posté une photo d'eux ensemble et a écrit « À côté de chaque grand homme, il y a une grande femme ». Il a ajouté « PS, désolé si j'ai agi bizarre hier soir ». Mia a déclaré qu'elle craignait pour sa propre sécurité lorsque P. Diddy était malheureux. « J'avais peur à chaque fois que Puff n'était pas content parce que je voulais m'assurer qu'il l'était, car alors j'étais en sécurité ». L'assistante Mia a déclaré qu'elle avait des amis en dehors de son travail, mais qu'elle ne pouvait ni les voir ni leur parler. Je n'avais pas de caisse de résonance externe. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire hein ? L'avocat de la défense a suggéré qu'elle aurait pu les contacter si elle l'avait vraiment voulu. L'avocat de la défense a continué à montrer des photos que Mia a publiées sur les réseaux sociaux. Elle a demandé si elle avait publié une photo de l'homme qui a ruiné sa vie. Oui, mon patron est la personne avec qui j'étais tout le temps, a-t-elle témoigné. Comment passer un bon moment avec P. Diddy quand on a peur de lui ? C'est facile car la dynamique changeait. Alors quand tout allait bien, on se sentait vraiment en sécurité, on oubliait presque tout ça. Le jury a été dissous pour une pause. Ok. Mia continuera de témoigner lors du contre-interrogatoire. Ok, le juge est de retour sur le banc, mais le jury n'est pas encore de retour. La défense demande de montrer au jury une vidéo que Mia a enregistrée et envoyée à P. Diddy pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en 2013. La défense n'a prévenu ni le tribunal ni le gouvernement avant la pause déjeuner. Le juge Arun Subramanian penche pour l'exclusion de la vidéo car elle est cumulative et a été remarquée trop tard. L'avocat de la défense a déclaré que le comportement de Mia à la barre était un acte et que la défense voulait montrer la vidéo d'une Mia optimiste parlant à P. Diddy pour aider à prouver cette affirmation au jury. Le juge donne 5 minutes à la défense pour expliquer clairement pourquoi cette vidéo n'est diffusée que maintenant. Le juge a exclu le jury après avoir regardé la vidéo de Joyeux anniversaire. Il a déclaré que la pertinence et la valeur probante de la vidéo étaient minimes et a également déclaré qu'elle était exclue en raison de l'échec de la défense à la remettre plutôt au gouvernement. Il a déclaré que l'avocat de la défense, Brian Steele, pouvait toujours interroger Mia sur la vidéo. Ok, donc là, il voulait diffuser une vidéo et le juge, il a dit ça sert à rien. Mia est de retour à la barre et le jury est de retour dans la salle d'audience. L'avocat de la défense poursuit son contre-interrogatoire avec Mia. Le jury a montré plus de photos que Mia. L'avocat a montré plus de photos que Mia a publiées sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de P. Diddy. L'avocat de la défense, Brian Steele, a demandé à Mia comment elle pouvait publier un article sur son anniversaire sans reconnaître l'importance de ce moment, celui où il l'aurait agressé sexuellement pour la première fois. Ben, c'était son anniversaire, c'était la date. J'ai essayé d'oublier cette soirée et de la refouler. Je ne voulais plus jamais y penser. Il continue à travers les collages de photos de Mia publiés chaque année sur son Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à P. Diddy. Après avoir expliqué chaque photo, Brian Steele a demandé à Mia pourquoi elle publiait des mots aussi affectueux à propos de P. Diddy s'il l'avait vraiment traumatisé pendant des années. Mia a expliqué qu'elle devait publier un message pour l'anniversaire de Combs pendant qu'elle travaillait pour lui. Logique. Mia, l'ancienne assistante de P. Diddy, examine actuellement un album qu'elle a réalisé pour lui.
En le regardant, elle a dit « Je m'en souviens, c'était si gentil de ma part ». Mia avait offert l'album à P. Diddy pour son 45e anniversaire en 2014. Elle a écrit « Joyeux 45e anniversaire, Puff Daddy » en grandes lettres rouges, suivie d'une note manuscrite d'une page. Puff, parfois la vie passe à une vitesse catastrophique. On n'a jamais l'occasion de vivre et d'apprécier le maintenant, avait écrit Mia sur la note. Elle a écrit qu'elle espérait qu'il serait capable de prendre du recul et de constater tout ce qu'il avait accompli, affirmant qu'il avait rassemblé un livre qu'elle avait rassemblé un livre d'articles de magazines de 91 à 99 pour susciter des sentiments nostalgiques de l'époque où vous avez commencé et de ce que vous ressentiez. Mia a témoigné qu'elle avait réalisé l'album pour Diddy après une conversation où il avait dit si j'avais l'habitude de regarder le monde comme toi, et avait laissé entendre qu'il ne restait plus rien maintenant et qu'il avait tout fait. Il a dit qu'il était difficile d'offrir un cadeau d'anniversaire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et elle pensait que le livre le rendrait heureux. L'avocat de la défense défie Mia sur les raisons pour lesquelles elle a travaillé pour Diddy si longtemps et a fait des choses pour lui, comme faire un album pour son anniversaire, même si elle avait dit avoir subi des abus physiques, sexuels et émotionnels pendant des années. Mia a témoigné que son thérapeute l'expliquerait mieux, mais a déclaré que dans une relation abusive, il y a un cycle de violence, tout à fait. J'étais jeune, manipulée, avide de survie. Je suis en train de démêler beaucoup de choses en thérapie. Personne n'était là pour dire que ce qui se passait était mal. Personne autour de nous n'a jamais bronché devant son comportement, a déclaré Mia. J'étais toujours en difficulté et je cherchais toujours un moyen de m'en sortir. Elle a déclaré avoir été agressée donc physiquement et sexuellement par le rappeur, et elle dit qu'il y avait une différence entre son cerveau logique et son cerveau traumatique. Pourquoi aviez-vous besoin que quelqu'un d'autre dise que P. Diddy avait tort pour donner l'impression qu'il avait vous tué, quoi? Mia répond qu'elle avait un cerveau logique et un cerveau traumatique, et que le cerveau traumatique l'emportait souvent. Finalement, ça devient normal, on essaie juste de revenir au bien. On trouve des excuses aux gens. Je suis quelqu'un qui cherche à plaire, je suis empathique, je suis quelqu'un qui respecte les règles. Je voulais faire de mon mieux et satisfaire tout le monde en permanence. J'ai donc tendance à apprendre beaucoup plus que les gens normaux. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si je dois m'en excuser. Je pardonne tout le temps aux gens. L'avocat de la défense a suggéré à 3 reprises lors de son contre-interrogatoire que Mia avait inventé les allégations d'agression sexuelle contre le mania de la musique. Évidemment. Monsieur Combs n'a jamais eu de contact sexuel forcé, non consenti avec vous, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit au tribunal est vrai, je n'ai menti à personne, répond Mia. Pour créer l'album d'anniversaire, Mia a déclaré qu'elle avait contacté des personnes des entreprises de P. Diddy qui géraient les archives. Elle leur a demandé des copies d'articles mentionnant le mania de la musique. Elle a ensuite imprimé les articles, mis en évidence le nom de P. Diddy et les a mis dans l'ordre chronologique dans l'album pour marquer son 45e anniversaire. L'avocat de la défense, Brian Steele, interroge Mia sur les vidéos d'anniversaire que le juge a empêché plus tôt cet après-midi d'être admise comme preuve. Lorsqu'on lui demande si elle se souvenait d'avoir réalisé une vidéo d'anniversaire, Mia répond a répondu qu'une année, elle avait compilé une vidéo de dédicace de nombreuses personnes importantes dans sa vie, dont elle-même. Elle a ajouté qu'elle avait probablement dit à P. Diddy qu'elle l'aimait dans la vidéo, mais qu'elle ne se souvenait plus. Mia a témoigné qu'elle ne se souvenait pas du nombre de personnes qui avaient participé. Elle a contacté une liste de personnes que P. Diddy voulait toujours voir à ses fêtes, à sa famille, pour leur demander s'ils voulaient envoyer un message. Elle a reçu de nombreuses vidéos en retour. Steele a suggéré que Mia avait réalisé la vidéo en 2013, mais elle a dit qu'elle ne se souvenait pas exactement de l'année. Le jury a vu les messages que Mia a envoyés à Christina Koram, la chef de cabinet, en décembre 2016. Elle a témoigné que ces messages faisaient suite à sa rencontre avec un autre dirigeant qui l'avait informé de la fermeture de Révolte Film. Elle écrit à Koram « Ma vie est finie ». Ils s'échangent quelques messages avant que Mia cesse de répondre. Koram envoie plusieurs messages demandant à Mia de répondre au téléphone. Mia a répondu plus tard en s'excusant et disant qu'elle rappellerait Koram bientôt. Koram dit qu'elle voulait s'assurer que Mia aille bien. « Je ne le suis pas, mais je suis en vie. Et je t'aime », a répondu Mia. Koram a envoyé un message à Mia en la qualifiant de superstar et en la complimentant. Mia a répondu qu'elle était tellement navrée et qu'elle ne pouvait plus respirer. Mia a déclaré qu'elle adorait travailler dans le cinéma, la télé. Lorsqu'elle a été informée en 2016 que Revolut fermait ses portes, elle dit que je ne voulais pas quitter l'entreprise que j'avais créée. J'avais réellement commencé à voir mes rêves se réaliser. L'avocat de la défense avait demandé et expliqué pourquoi elle n'était pas heureuse d'être libérée de son emploi. Mia a témoigné, a dit que c'était la seule vie qu'elle connaissait. Je comprends. Décrivant son temps de travail pour P. Diddy comme des années de chien, qui semblaient encore plus longues que les 8 années pendant lesquelles elle avait travaillé pour lui.
Brian Steele a suggéré que quitter l'entreprise, c'est une bonne chose pour elle parce que vous êtes loin de votre agresseur. Non, parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte avec le recul, c'était fantastique. Mais à l'époque, c'était la pire chose qui puisse m'arriver. Le jury a été dissous pour la journée. Mia, qui témoigne sous le pseudo... l'ancienne assistante qui témoigne sous un pseudonyme, devrait revenir pour un contre-interrogatoire plus approfondi lundi matin. Ok, donc ils n'ont pas fini avec elle pour le coup. Alors que le jury a terminé sa journée, les avocats de la défense et les procureurs sont toujours dans la salle d'audience pour discuter des questions de preuve. Après que Mia témoigne sous un après que le témoignage de Mia se sera terminé, les procureurs ont listé cet après-midi les 4 prochains témoins qu'ils s'attendent à voir pour le procès pour trafic sexuel du mania de la musique. Enrique Santos, Eddie Garcia, qui travaillait dans la sécurité à l'hôtel Intercontinental, il devrait témoigner couvert de l'immunité. Un gardien de l'hôtel et Frank Piazza, expert en vidéo judiciaire. Ok. Ok, là, ils refont un récap. Ok, on a fini la 13e journée, les amis. Hein, j'ai un peu speedrun, mais comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. On a fini la semaine. Je suis trop fière de nous, en vrai. Heureusement que j'ai commencé hier. Comme ça, là, on n'est pas trop en retard, en vrai de vrai. Ouf. Ah ouais, c'était chaud, franchement, là. C'était vraiment chaud. Ouais, super, merci, j'ai vraiment la meilleure. Eh, j'ai speedrun, là. Je vous jure, j'ai mal à la mâchoire tellement j'ai parlé. Attendez, on regarde le prochain. On regarde le prochain. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire là. En plus, on avait dit qu'on parlerait du procès Ubisoft. Est-ce que quelqu'un a trouvé des live tweets? Attendez, je vais chercher. Mais j'ai speedrun de fou. Je suis choquée. Après, cette journée n'était pas aussi longue que la journée de la veille. Parce que la journée de la veille était vraiment longue pour le coup. Pas long, mais intense. Ouais, franchement, son témoignage, il était horrible, en vrai. La pauvre, après, t'as l'avocat, évidemment, qui est là pour essayer de déstabiliser et de... Enfin, même, je comprends même pas qu'on puisse... En fait, oui, évidemment qu'elle va poster des vidéos de lui, des photos de lui, évidemment qu'elle va lui dire qu'elle l'aime, évidemment qu'elle va... La meuf, elle craint littéralement pour sa vie, et même, c'est tout ce qu'elle connaît. C'est comme quand t'es marié à ton agresseur. C'est possible. Tu peux même faire des enfants avec lui. Alors lui offrir un album, genre, yes, it's possible. Oui. After. Ai-je la force de faire un after? Bonne nuit, Pipa, désolé. Mais t'excuses pas, mais t'es malade ou quoi? Va dormir.